Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouveau numéro de Soulstone et Charentaise avec un invité cette fois-ci qui est Robin. Salut Robin! Salut! Ça fait plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. J'ai pas du tout fait le forcing sur la dernière vidéo. En fait ça nous fait plaisir d'avoir du monde et tout, c'est vrai qu'on discute un peu mais comme je t'avais dit c'était vraiment qu'on enregistre un peu au dernier moment en mode: «Eh vas-y demain on enregistre un truc» et c'est un peu compliqué d'avoir des gens. Et toujours avec, Aurélien Zex. Yo, comment ça va? Très bien. Moi, je suis parti des meubles, hein. On m'entend pas toujours, mais je suis dans un coin. Du coup, on va profiter de notre invité pour, lui poser des questions un peu et puis après profiter de ça pour, discuter de divers sujets. Déjà, petit instant présentation, est-ce que tu peux nous dire, depuis combien de temps tu joues? OK. Bah, en fait, voilà, comme tout le monde, adolescent, tu joues à 40K, tu découvres Confrontation parce que c'est quand même monstrueux. Confrontation meurtre, dramatique, début des études, War Machine, je parle plus qu'en mots-clés. Et c'est fini. War Machine et puis après Guild Ball qui a été un jeu extraordinaire et c'est là en fait où moi j'ai commencé à faire du vrai tournoi. Sur War Machine, je faisais du compétitif dans mon club et dans ma région, mais je sortais pas de ma région. Le jeu était très toxique, j'avais vraiment pas envie d'aller à la rencontre des communautés. Et sur Guild Ball, par contre, on a osé, pas mal se balader et la première année où on est sorti faire des tournois avec l'équipe de Strasbourg, on allait jusqu'au championnat du monde, quoi. On a fait 8e. Donc on a percé, quoi. On a on a placé Strasbourg sur la carte, comme on dit Ouais, pas et mal, hein. c'était pas mal. C'était, Kenny de Philibert qui était dans notre équipe avec Sandy et moi, ma compagne. Sandy et en gros, il nous a inscrits à un tournoi qui était les qualifs, pour les championnats du monde, françaises et on a fait 3e sur 8 équipes et on a battu la top équipe de l'époque qui avait été invaincue là et c'était cool parce qu'on était vraiment en mode à la découverte de toute la mais du top de la communauté française de l'époque et on a vu qu'on était loin d'être ridicule, alors qu'on avait une vision du jeu très différente du reste de la France, très basée sur l'agressivité plutôt que la camp par rapport à l'époque. Ah là, je parle plus en mots-clés, ça devient trop long, il faut que je reprenne. Et bref, donc c'était une époque où on a fait beaucoup de tournois internationaux. On allait à Dublin, on allait à Varsovie, on est allé en Belgique, en Allemagne, en Suisse. On s'est pas mal baladé, un peu partout en France et c'était une époque bénie Guild Ball, hein. Les Guild Ballers sont très tristes que le jeu soit mort en 2018-2019 et voilà quoi et à la mort du jeu, les copains bretons m'ont fait découvrir, Malifaux, notamment avec Lucius contre, Eurypine. Et j'avais vraiment rigolé quand j'avais vu, les policiers qui interdisent les mecs de passer, les avocats qui obligent des mecs à faire des choses, les faux témoins qui accusent les gens et puis ça fait des bonus. J'avais trouvé ça extraordinaire dans un jeu de figurines, quelque chose qui soit, pas de l'ordre du dégât pur et de juste du comment dire? De l'efficacité dans quelque chose. Guild Ball était déjà un petit peu à part parce qu'on avait des mouvements sur les attaques, on pouvait bouger l'adversaire, on pouvait se bouger soi-même, donc on attaquait pas que pour du dégât. Alors War Machine, c'était un jeu où on attaquait quasi que pour du dégât à 2-3 sorts près, mais Mmh. c'était à 80 ça et c'est vrai que là, on était vraiment dans un jeu dans Malifaux qui était vraiment à part par rapport à ça. On était en GG1, donc il y avait quand même pas mal de bastons, mais il y avait déjà pas mal de schemes à poser, des choses comme ça qui étaient un peu abstraites au début, quand tu viens de d'autres jeux de figurines un peu plus violents, quoi. Et ouais, je suis tombé amoureux du jeu. Je me suis rendu compte que j'avais un starter Colette à la maison que j'avais acheté pour faire des conversions, parce que les figurines étaient très belles. Et donc du coup, je suis parti arcaniste, voilà. Et j'ai joué Colette au début. C'était Heu, pré-nerf, donc c'était bien. Et ouais, si on prend ça. un peu de recul quand même, par rapport à ton expérience de jeu, Robin, on pourrait dire enfin, c'est terrible parce que tu es un peu enfin, c'est une expérience de serial killer, quoi. Dans une certaine mesure, tu as commencé Confront est mort. Tu as commencé bon, il y a eu la partie Warhammer donc qui est mortelle. Tu as Warmage qui est quasi mort. Aujourd'hui, le jeu est à peine en vie, je pense qu'on est plus nombreux que la communauté War Machine en France aujourd'hui côté Malifaux. Guild Ball, que tu as beaucoup apprécié est mort. Tu prédis combien d'années là, en mode café du communisme pour Aïe, Malifaux? aïe, aïe. En vrai, je vais te donner On en est raison où? parce qu'à la maison, 50 des figurines que j'ai, au moins, c'est des jeux morts. Au moins. J'ai 4 Ouais, armées War Machine, j'ai quasi tout Guild Ball à 2 factions près sur les 18. Voilà et Malifaux, j'ai trois factions, j'ai 4 factions mais 2 factions, une demi-faction, donc au final j'ai 3 factions complètes. Si le jeu meurt demain, je me retrouve encore avec, je sais pas combien de figurines mortes sur les bras. Sachant que j'ai beaucoup de potes dans mon club qui jouent à des jeux, historiques, donc eux, ils s'en foutent, ils ont une plaquette, de Romains de telle époque et ils peuvent la jouer dans 25 jeux différents et puis ils changeront pas. Les Romains, ils vont pas changer, ils vont pas avoir les mêmes boucliers ou des choses comme ça. Alors que c'est vrai que les jeux à figurines dédiées comme ça, c'est un risque à chaque fois et à chaque fois, je me pose la question avec Sandy: «Est-ce qu'on va jouer à un jeu? Est-ce qu'on a on achète Shatterpoint, allez OK, mais si le jeu il crève dans 2 ans, on fait quoi? Bah, on a des figurines de merde sur les bras, personne n'y joue et ainsi de suite donc voilà» et
Et pour répondre à ta question, moi j'ai peur pour Malifaux. Alors oui et non. Alors à la fois j'ai peur parce que ils ont fait ce qu'ont fait tous les autres jeux que j'ai vus mourir, c'est-à-dire ils ont explosé leur gamme en 2 ans. Et ça fait toujours très peur. C'est-à-dire que quand un jeu te sort, 80 figurines dans une année et puis à peu près pareil l'année d'après et la surannée d'après la moitié, tu flippes parce que tu te dis: «Pourquoi ils sortent autant de refs? Pourquoi, ils ont besoin autant de thunes? Est-ce que la base du jeu n'est pas suffisante?» Et puis on sait que le surnombre de refs, ça augure souvent la mort d'un jeu parce que c'est plus possible d'équilibrer, c'est plus possible de tout jouer, c'est plus possible de tout connaître. Donc War Machine est mort un peu comme ça, hein. Il y avait trop à la fin, il y avait trop, il y avait juste trop. Et d'ailleurs quand ils ont fait le reboot là d'AMK4 qui marche pas terrible, ils avaient commencé par, purifier le jeu et garder, 3 casters sur 20 dans chaque faction quoi. Se dire: «On Mmh. va éliminer parce qu'il y a trop». Et après, bon, bah, comme ils ont quand même voulu vendre des figurines, ils ont sorti 1 milliard de figurines et du coup, c'est en train de recrever alors que ça avait pas vraiment, revécu donc bon, tant pis. Ouais, ils Mais avaient et c'était surtout enfin, la fin de War Machine, en tout cas, quand moi je l'ai connu, c'était, vraiment des gros soucis d'équilibrage ouais, et aussi. enfin, je sais pas, il y avait on sentait à un moment que le jeu était sur la fin, il sortait des trucs qui étaient vraiment pas équilibrés et tout le monde, disait: «Bon, bah, c'est un peu nul, mais c'est pas grave parce que dans 6 mois, il y a une nouvelle version, donc tant pis». Et j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de résignation de la part des gens et bah, presque même des éditeurs du jeu qui avaient pas l'air de s'investir tant que ça dans, en tout cas dans la partie équilibrage à l'époque. Bah, il faut dire que la MK3 quand elle est sortie, déjà c'était n'importe quoi parce que les tier list étaient plus au caster, mais ils étaient à toute l'armée. Donc en fait, tu pouvais dire, «Cette liste à thème, elle est complètement pétée avec tel caster et bah, voilà, maintenant il faudra équilibrer ça les mecs». Et le problème, c'est que c'était à l'échelle d'un jeu complet où, comme on disait, il y avait 20 entrées de c'est comme s'il y avait 20 masters, dans chaque faction et des factions, il y en avait pas 8 hein, il y en avait bien une vingtaine, hein, à War Machine Horde, hein. Donc Mmh mh. c'était dramatique, il y avait trop. Et du coup, il y avait trop de choses pétées, donc tout le monde jouait son truc pété à la con, tout le monde personne connaissait tout ce qui était pété ou pas. Donc le début était chaotique et le gros défaut de la MK3, c'est que la pré-mesure, qui était plutôt une bonne chose pour moi, mais ça a tué les sensations de jeu des grands joueurs MK2. Donc il y avait plein de joueurs qui aimaient énormément la MK2 qui, ont dit, «Bah, c'est mort, je joue pas à ce jeu parce que j'ai pas, la prémesure tue le bluff, tue le zoning, tue, tout ce qui faisait aussi le sel de ce jeu-là». Maintenant, c'est devenu un jeu, d'échecs où tu mesures tout en avance et que tu places tout à l'avance et ça a perdu, beaucoup de gros joueurs de l'époque aussi. Donc le jeu devait accuser ça, le fait qu'il était complètement instable. 6 mois après, ils essayaient d'équilibrer et puis finalement ils ont renoncé et ils ont fait ce qu'ils appelaient des seeds. C'était que la communauté équilibre elle-même le jeu en faisant, on sort une faction, on reprend par exemple les trolls, enfin c'est pas vraiment sur une faction, on récupère une faction et on va dire: «Voilà, communauté, comment vous équilibrerez ça?» Et 6 mois de test et au bout de 6 mois, on compile un peu ce qu'ont fait les gens. C'était ça un peu ce qu'ils ont fait et ça a pas vraiment marché, puis ça mettait des années à vaguement équilibrer le jeu. Après moi C'est j'avais un des potes peu, suisses. qui pleure le plus fort aussi, hein, dans ce cas-là, parce Ah que bah, si toujours, toujours. Parce que je sais pas si vous avez été dans les bêta tests sur Malifaux ou quoi, moi je l'ai pas été, mais j'ai été oui, dans des bêta tests de d'autres jeux et le problème c'est ça, c'est qu'en fait les gens modérés qui vont être intelligents et qui vont dire les choses simplement, ils sont rarement entendus. Celui qui est entendu, c'est celui qui gueule. Donc du coup, on a vraiment ce phénomène aussi de comment tu prends la parole et comment tu t'imposes dans ces groupes-là. Et ça peut être assez toxique, ça peut être assez chiant à vivre, hein. Moi je l'ai bah, fait pour qu'une le fois, je le referai pas, hein. Malifaux, j'ai un peu l'expérience parce que j'ai failli participer à 2 vagues de bêta, la troisième là et en fait ça va. Les développeurs ils ont Ouais? dit: «OK, nous, vos avis écrits on les enfin partagez-les si vous voulez, mais ça nous intéresse pas, nous ce qu'on veut c'est des rapports de bataille» et c'est D'accord. pas bête parce que, dans beaucoup d'autres jeux, les soucis d'équilibrage viennent aussi du fait que beaucoup de gens proposent des choses, mais en fait, ils se rendent pas compte que ce qu'ils proposent, ça fera pas du tout ce qu'ils espèrent que ça fait. Parce que les gens comprennent pas forcément bien les mécaniques internes du jeu. Et donc, Mmh. ce qui est bien pour eux, c'est d'avoir des gens qui testent vraiment, et pas juste des gens qui théorisent à l'infini. Et du coup, bah, les gens, parlent un peu, il y a quelques personnes qui râlent à gauche, à droite, mais comme globalement ils se disent: «Bah, de toute façon les développeurs n'écoutent que les rapports de bataille», bah, ils font des rapports de bataille et les développeurs ne disent pas ce qu'ils ont envie de faire. Et même, C'est parfois bien on ça leur dit: aussi. «Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ce modèle?» parce que le modèle il change 3 fois, d'une semaine sur l'autre et en fait ils disent: «Bah, on veut pas vous dire parce que si on vous dit, eh bah, ça risque de vous influencer et on n'a pas envie. Donc jouez-le, regardez, ce que vous arrivez à faire avec et bah, on se démerde après nous avec les rapports de bataille». Tu sais Donc que cette idée de contextualiser le modèle, je trouve que c'est une excellente idée. Moi, je m'étais pas engueulé, mais j'avais eu un on avait une discussion houleuse avec le créateur, de TGCM, c'est une boîte française qui a fait Briscard et Carnage. Et en fait, sur leur deuxième jeu, Carnage, je trouvais qu'ils avaient pas les pieds sur terre sur ce qu'ils faisaient, tu vois?
et quand il sortait une ref, je trouvais que c'était aléatoire. Soit elle était pétée, soit elle était nulle, soit, tu vois ce que je veux dire? On avait l'impression qu'ils maîtrisaient pas leur jeu quoi, vraiment. Et du coup, j'avais eu cette discussion et le mec avait fini par dire dans une vidéo: «Ouais, nous, quand on sort une ref, on fait un duel avec une autre ref ou avec d'autres refs pour l'équilibrer». Et j'étais en mode: «Mais c'est dramatique de faire ça parce que du coup, vous contextualisez pas dans le cas d'une vraie partie. Faire Bah, un ouais. duel, ça veut rien dire. Si tu prends Peacekeeper et tu dis: "Ah, je mets tel ref en face et puis je vais équilibrer les points comme ça", mais ça veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ça pas peut pas comprendre marcher, ton hein. propre jeu, ça peut pas marcher. Une ref, elle existe au sein d'une partie, sur un scénario, sur un truc. Tu as des refs qui vont être bonnes contextuellement, d'autres un peu tout le temps, d'autres, plutôt baston, plutôt machin et tout et dans Bah, en certaines fonction des factions, elles factions vont aussi, c'est ça, ouais. bah, oui, c'est ça, elles vont être soit redondantes, soit au contraire trop exceptionnelles, apporter un gameplay trop profond à une faction qui l'avait pas ou des choses comme ça et c'est vrai que et du coup, c'était marrant parce que quand j'avais eu cette discussion avec ce mec, j'étais en mode: «Ben, ouais, en fait, c'est pas une façon de tester correctement une référence, quoi». Donc je comprends que les mecs, ils vous disent juste: «Jouez, faites des rapports de bataille» et puis peut-être que, 2 batailles sur 3 sont pas intéressantes à lire parce que le mec a pas réussi à faire cracher le rôle de la figurine, mais indirectement, ça dit quand même au créateur que dans ces contextes-là, ben, elle s'exprime pas la ref, quoi. Ouais et puis ça permet de dire: «OK, est-ce que les joueurs ont compris, et l'utilisent comme, les développeurs ont pensé qu'ils l'utiliseraient?» Mmh mh. hem, ou alors est-ce qu'ils ont envie d'en faire complètement autre chose? Et dans ce cas-là, peut-être que les règles qu'ils ont données, elles sont pas claires, elles sont pas machin. Et d'ailleurs, en parlant de la profusion de références, bah, dans la dernière extension, il y en a pas tant que ça. Il Ouais, y en a ça j'aime bien 1, ça. voire 2 par mot-clé. Et bah, sur ce sujet, tiens, qu'est-ce que tu penses en fait de, un peu l'évolution du jeu depuis la GG1, des nouvelles sorties? Est-ce qu'il y a beaucoup de power creep? Qu'est-ce que ça donne Ashes of Malifaux selon toi? Parce qu'il y a eu le débat pas mal de les nouvelles règles sont trop fortes ou alors les factions, font toutes un peu tout maintenant ou des choses comme ça. C'est quoi ton avis global toi sur En GG1, les factions étaient beaucoup plus identitaires, mais beaucoup. Mais le GG1 était étouffant, ça veut dire que tu pouvais jouer un quart de ta faction, au grand maximum. Il y avait plein de mots-clés qui étaient tout simplement injouables en GG1. Nekima était injouable, tu avais trop de trucs à la con comme ça que tu Livix, par cœur, ça existait pas tout ça. Parce qu'il fallait tuer pour pouvoir survivre, donc très rapidement tu redescendais sur 3 mots-clés dans ta faction max, quoi. Pas de V2 sur les masters, donc tu étais vraiment pris à la gorge. Quand tu choisissais ton match-up, bah, maintenant assume connard, quoi. ouais, Beaucoup moins aussi de ref, boîte à outils, absolue, hors master. Donc on avait aussi, plus de commit dans le mot-clé quand tu prenais, une ref en GG1, je trouve, hein. Quand tu choisissais un master, tu avais moins de liberté de what the fuck qu'aujourd'hui. Donc déjà, le jeu était étouffant quand je l'ai commencé, donc pour moi, si tu veux, je l'ai pas trop mal vécu parce que j'avais pas d'autres référentiels au sein de Malifaux. Mais, je me rendais bien compte que moi qui avais acheté tout, Arcanist, je jouais plus que 3 mots-clés, quoi. Et contre Ten Tenders, bah, j'en jouais plus qu'un en fait, parce que Ludo jouait ouais. TT. Donc du coup, je jouais Hoffman ou Hoffman ou Hoffman parce que tout le reste, roulait sur mes autres mots-clés, donc je pouvais pas le faire. Donc j'étais très rapidement étouffé. Quand Ludo il a joué, Rhésus, ça a été une bouffée d'air pour nous au club, hein. Pour Sandy aussi qui jouait, Neverband parce que tout d'un coup on a fait: «Ah mais putain en fait je peux jouer 4-5 mots-clés contre cette faction». C'est moins Ouais. étouffant. Parce que j'ai pas besoin d'avoir une stat 7 partout, j'ai pas besoin de devoir gérer Shenlong, tous les 4 matins et si je joue quelque chose qui est un peu hit and run, ben, il y a la reine hit and run en face qui est Misaki. Donc quand tu fais du Kairis Misaki, tu juste mieux que toi en face, c'est assez difficile à gérer, quoi. Ah ouais. Donc du coup, tu as vraiment toutes ces questions-là un petit peu en GG1, je trouve que le jeu était étouffant. En GG2, ça a été vraiment la liberté et puis moi, je suis passé sur Explo, donc j'ai vraiment eu ce côté, maintenant tu joues stratégie et terrain, tu joues pas que baston et enfin que baston. Arcanis, c'est baston et terrain, mais c'est quand même le baston est quand même une grande part du Oui, oui, gameplay. il y a pas vraiment de contrôle, il y a pas vraiment de on pose des Non. schemes un peu, mais c'est de la baston. En fait, c'est très pour moi, Arcaniste, je fais un petit, rapidement, mais pour moi, Arcaniste, c'est une faction assez totale. Ça veut dire que tu imposes des match-ups très violents. Soit l'adversaire répond très fort et tu dans la merde, soit il y répond très mal et tu très bien dans ta partie. Ouais. Arcaniste, c'est très comme ça et mais sauf quelques mots-clés comme Damian, comme, comme Hoffman, tu vois? Mais la plupart des autres mots-clés, si le mec a pas les pièces pour les gérer ou l'intelligence de jeu ou les connaissances pour le gérer, il va se faire rouler dessus. Par contre, c'est là et c'est toi qui es salement dans la merde. Je trouve qu'Arcanis dépend vraiment énormément du niveau de jeu du mec en face. Beaucoup, beaucoup. Par rapport à d'autres factions, quoi. Par exemple, en Explo, je trouve que tu as des gameplays, bah, tu as quelques gotcha et quelques trucs comme ça, mais tu as beaucoup de gameplay qui sont forts en tant que tels et qui nécessitent pas, enfin qui ont pas des hard counters dans le jeu, tu vois? C'est pas, «Ah bah ça tu prends ça, tu le contres, ah ça tu prends ça, tu le contres». Non, il y a des options pour les rendre moins forts et tout ça, mais finalement c'est plus de l'intelligence de jeu et de la gestion de plan de jeu qui va répondre à explorateur, plutôt que juste, «Ah mais de toute façon s'il joue ça, bah tu prends ça, ça l'emmerde à fond, ça il peut pas le gérer, tu stun son master, tu fais tel truc et là il est baisé, il peut rien faire quoi». C'est pas comme ça, quoi.
Ouais, je Voilà. Et c'est pour ça que moi j'étais beaucoup plus heureux en explo quand j'y suis arrivé. J'étais en mode: «Oh là là, une faction qui est pas, totale dans tout ce qu'elle fait, mais qui au contraire est un peu plus lisse, un peu plus capable de elle-même s'adapter, un peu plus» parce qu'Arcanis ne répond pas, il pose plus de problèmes. Alors que Explo, répond aux problèmes. Il se dit: «Attends, il y a tel problème, moi j'ai tel piège, j'ai telle chose, je peux faire tel truc» et donc du coup, c'est une autre approche du jeu et c'est une approche qui me correspond bien, bien mieux. C'est pour ça que dès que j'ai commencé Arcanist en tournoi, j'ai dû faire, 20 tournois depuis, Explo, pardon, je veux dire ouais, depuis Explo. J'ai dû en faire une vingtaine de tournois, 20-25 peut-être. J'en ai fait qu'un seul en Arcanist depuis, quoi. J'en ai tous les autres, je les ai fait en explo. Parce que je suis vraiment plus à l'aise et d'ailleurs celui que j'ai fait en Arcanis, c'était le premier tournoi GG3 et j'avais vu que c'était baston, j'avais rien compris au skim, j'ai fait: «Ben, tu sais quoi? Je vais pas essayer de résoudre des problèmes, je vais essayer d'en poser» et j'y suis allé avec, Sandip V2 et Hoffman et mmh. j'ai fini deuxième. C'était à l'Open de l'Est, le premier Open de l'Est. Voilà et voilà, j'avais un peu bourré, comme ça en me disant: «Bah, voilà, je gère pas, bah, on va espérer que l'adversaire non plus». C'était ma philosophie et bref, C'est ouais, c'est vraiment un match-up où l'adversaire, mais toi aussi, parce que, si tu prends la mauvaise pièce, dans le mauvais match-up, bah, tu auras une pièce vraiment inutile qui coûte cher. Là où dans d'autres factions, tu as des pièces plus polyvalentes et tu peux exactement, faire ouais. plus de choses avec. C'est ça et tu vas pouvoir plus t'adapter, tu vas pouvoir plus raisonner. Tu prends Winston Finnegan, c'est magnifique, il peut tout faire. Il peut Ouais, skimrunner, il peut propulser tes figurines, il peut être un soigneur d'appoint, il peut être, une figurine qui va optimiser ta pioche, il peut être aussi une figurine qui va, contrôler à mort une figurine adverse et lui coller au cul. Ça peut être un contre aussi à des figurines qui ont des flips positifs de base avec sa règle défensive et tout. Donc en fait, il t'offre tellement de choses que tu vas pouvoir vraiment choisir comment tu vas t'adapter. Tu vois, là, j'ai fait une partie contre Fox, à Strasbourg là, sur, le tournoi qu'on a fait là. Il m'a sorti un golem de vent à 13 points, avec le Soulstone Cache hors mot-clé, mais c'était le meilleur pote de Winston Finnegan. Il allait lui faire des bisous, lui mettre des slows tous les tours. Il faisait: «Ah bah je leap et je pose un stratégie ou je sais pas quoi». Moi je faisais: «OK, je place mon pote à 4 pouces, je me place aussi, je regarde des cartes, je défausse les autres, ça me déplace, j'interact même engagé, je t'enlève ton stratégie marqueur, tu prends distract et puis on y va quoi». Et il était en mode: «Mais c'est l'enfer». Je fais: «Bah, ouais, ouais, je peux pas le tuer, mais tu vas pas pouvoir le jouer, quoi» et c'était tu vois, Winston va te permettre ce genre de choses où tu vas vraiment pourrir, tu auras toujours une réponse à la situation, quoi. Tu vas vraiment pouvoir, jouer avec ça. Mais pour revenir du coup sur ta question des sorties, du coup là on est en plein GG2. Moi le jeu je magique et puis en plus je suis dans la bonne faction, hein, parce qu'on va pas se mentir, ils ont écrit, explorateur en sortant le GG2 et on le sent quoi. Là où la guilde elle tirait la langue pour pouvoir faire, 1/4 des schemes possibles, nous on pouvait tout jouer, nous on s'en foutait, tu vois? Alors que vraiment la guilde je les plains. Les mecs si c'était un Symbol of Authority avec 2 ou 3 schemes à base de schemes, le mec il se tire une balle, il sait qu'il joue en 5 points quoi. C'est fou, c'est fou. Bah, c'est un peu encore le cas en Gaming 34, hein, dans une certaine Oui. mesure, là, j'ai l'impression on a une espèce de cycle là qui s'est mis en place que tu vois, GG1 tu me dis moi je l'ai pas connu cette époque. C'était de la baston, c'était vraiment la grande violence. GG3 moi je suis vraiment revenu dans ma LIFO à partir du Gaming Grand 3. J'étais pas le roi du monde parce que j'étais en train de découvrir le jeu et j'essayais de m'améliorer en tout cas, mais j'ai l'impression de pouvoir faire beaucoup plus de choses qu'en GG2 où j'étais arrivé, j'ai fait quelques parties, je m'étais fait rouler dessus. Et là, Gaming Grand 4, eh ben, on est reparti sur du GG2 avec une saveur légèrement différente, mais pour moi, c'est à peu près les mêmes tenants et aboutissants, hein. C'est presque pire que le GG2 sur certains schemes, hein. Alors c'est vrai, je te donne raison. Les GG impairs, c'est la baston, les GG pairs, c'est les stratégies et les schemes. On est vraiment là-dedans. Depuis le GG1, moi je le vois comme ça. J'ai pas connu le GG0, mais je sais qu'il y a quelques strats qui sont revenus, quelques schemes aussi. Mais ouais, j'ai pas connu le GG0. Mais on est vraiment là-dedans, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, le GG3, c'est un GG que j'ai détesté. Je suis très content d'avoir eu mon fils et d'avoir fait genre 3 tournois sur un an et demi du GG3, parce que je déteste le Mmh. GG3. Vraiment, je le hais profondément. C'est un GG à Red Joker, c'est un GG à baston. Curse Object, c'est peut-être la pire stratégie jamais écrite sur Malifaux. Il y a pas de prise de terrain dessus, alors que enfin, vous en parlez dans la vidéo d'avant, des ressources. Pour moi, une des ressources les plus importantes du jeu, c'est la prise de terrain. Et quand tu dis: «Bon, bah, là, il y a une stratégie où la prise de terrain, bah, ça sert à rien», c'est comme Call of Duty. C'est-à-dire Call of Duty, tu te mets par terre, tu tires les gens qui arrivent, bah, c'est mieux que d'avancer et tirer, parce que quand tu avances, tu prends un risque. Pourquoi le faire si les Mmh. gens arrivent? Tu vois? Et ben, ça, c'est Curse Object. Donc je trouve que c'est la pire stratégie jamais écrite. Donc voilà, Ouais, bon, en plus avec les trucs, parce que il y a eu des poules qui sont arrivées où, tu pas besoin d'aller, dans la zone adverse pour, marquer tes points. exact, exact, exact. Il y avait une partie qu'on avait fait avec Stun justement où, on l'avait pas joué comme ça, mais à la fin de la partie, on s'était dit: «En vrai, tu aurais pris ce scheme-là, tu serais resté avec ta bulle au milieu d'une forêt». C'était, je sais plus qui, Hildegarde qui empêchait d'avoir des flips positifs sur les attaques, donc tout le monde avait concealing et donc bah, j'aurais jamais pu venir le tuer parce que j'aurais été tout le temps en flip négatif et bah, on n'aurait pas joué en fait. Parce que, pour marquer des points, il fallait que je le tue.
Lui, il avait pas forcément besoin, il avait pas besoin d'avancer, il aurait pu rester au fin fond de sa zone, sa forêt, pas bouger de la partie et gagner. Bah, c'est ça que je reproche en fait, Malifaux de manière générale, si on joue que la baston en Malifaux, je trouve le jeu assez merdique. Alors j'explique pourquoi. Parce que je trouve que les plages de dégâts sont un peu tout ou rien et qu'il y a un aléatoire assez puissant. Vous aviez fait les stats la dernière fois dans la dernière vidéo et elles sont bonnes, c'est ça, tu as 30 de chance de faire du, moderate en négatif. Donc en fait, si tu joues contre des crocs à 2, 4, 5 dégâts et que le mec a de la chance 2, 3 fois d'affilée, il te plombe une partie si on joue que sur les dégâts. Par contre, si on joue sur, un jeu où il y a des stratégies, des schemes, il te fout dans la merde, mais le jeu reste. Et en fait, c'est le gros défaut du GG1 et du GG3 pour moi, c'est que c'est des GG à un peu de chat. Et je trouve ça dommage dans un jeu aussi riche que ça, que les Malifaux. Mmh. Et la baston pure, elle tourne autour de la dépense des soulstones, des réductions de dégâts et tout, et c'est extrêmement aléatoire. Si le mec il réduit 3 fois un 1 et toi en face il réduit 2 fois en sévère consécutif, mais t'es vraiment dans la merde. Parce que niveau ressources, c'est dramatique ce qui se passe. Il a payé 2 soulstones, il a réduit 6 dégâts, toi en as payé 3, t'as réduit 3, mais c'est l'enfer. Et en fait, c'est pour ça que la baston pure dans le jeu, moi, j'essaye de la jouer en garantie. Ça veut dire que j'ai les cartes en main et je tape pour tuer ou alors je tape pas. Ou alors c'est du tape pour du contrôle, quoi. Mais quand la baston pure dans le jeu, c'est pas ce qui m'intéresse, vraiment pas. C'est plutôt le contrôle, les placements, la prise de terrain, les stratégies et les schemes. C'est pour ça que je me reconnais en Explo et c'est pour ça que je me reconnais, dans les GG2 et 4 et pas du tout dans le 1 et le 3. Mais chacun son style. Les Américains, ils adorent le 1 et le 3. Ils te mettent des tier list avec les mecs qui tapent le plus fort et qui ont le plus de passes de tokens. Ils sont contents, c'est pas grave, ça marche aussi. Chacun trouve son manifo et c'est normal, je jette la pierre à personne, chacun doit trouver son plaisir dans le jeu. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, moi, c'était plus ça. Et donc du coup, pour revenir sur les sorties, donc le GG2, les explos qui amenaient une grande richesse au jeu, mais qui faisaient un peu peur parce que quand même la ref moyenne explo était vraiment au-dessus des old ref, hein, des vieux crews, hein. Tu prends les vieux crews, tu prends, Sandip à l'époque, Sandip V1 qui venait d'être nerfé, tu prends ces persos un peu mignons, hors, gamin, tu étais en mode, tu faisais la gueule, hein, pour 6 points ce que tu avais par rapport à ce qu'Explo pouvait te sortir à 6 points comme un botaniste, tu faisais, mec, il y a un monde quoi d'écart, il y a un monde Ouais, on et parle pas de la guilde encore, hein, parce que je pense ah qu'il y a bah, des la guilde, auditeurs, on peut en parler au présent de la guilde, hein. C'est dramatique la guilde, hein. C'est pour moi, ça reste toujours la faction bottom tier, depuis que j'ai commencé le jeu, c'est la faction bottom tier pour moi, la guilde. Parfois Mmh. plus mal que d'autres, mais tu vois, encore aujourd'hui, les gens disent: «C'est une faction à dégâts», mais pour moi, c'est pas vrai. Ils ont pas d'anti-soin facile, dans un jeu où ça soigne autant, comment tu fais? Ils ont pas vraiment de pioche ou difficilement. Quand tu pars baston, tu pars sans pioche, et comment tu fais? Tu vois ce que Surtout, je veux ils ont dire? pas de bons minions, en fait. C'est aussi une faction à minions pour moi, la guilde, parce qu'on n'a pas beaucoup d'enforceurs, on a peu de henchmen, les henchmen sont très, très chers, donc souvent tu vas taper Oui. dans les 9-10 points pour les henchmen. Et en fait, quand tu regardes les minions de la guilde, pour la plupart des mots-clés, pas tous, hein, heureusement, il y a des exceptions, hein, et c'est ceux qui sont joués pour la plupart, mais c'est quand la dernière fois que tu as vu des minions, de chez Sonia? Déjà, c'est quand la dernière fois que tu as vu Sonia? Quand est-ce que tu as vu des minions de chez Sonia pour la dernière fois? C'est Alors terrible, le Sonia. truc, il y a des reworks complets à être fait, quoi. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre non plus, c'est Non, pas non, non, mais c'est OK, mais c'est bien, c'est un bon exemple. Sonia, je l'ai affrontée 5 fois sur 5 joueurs différents. Donc c'est un des rares cas de figure où j'ai affronté beaucoup de Sonia, ce qui est bizarre parce qu'elle est peu jouée. Et en fait, à chaque fois, je me suis fait cette remarque de me dire, à part le mec au griffe qui vaut 8 balles avec un blouson pour le monter à 10, bah, c'est de la merde en fait. Les bonus qu'ils apportent et ce qu'ils font, c'est pas terrible. Et même moi en explo, en fait, je contrôle le mec qui vaut 10 balles et en fait, je tue tous les autres autour et le mec il peut plus faire de points de victoire et c'est dramatique. Et en fait, le seul risque, c'est de jouer sur le jeu de la guilde et du coup pas faire assez toi-même de points de victoire et que le mec fasse égalité ou qu'il te batte. Mais si tu gardes un petit peu le sang-froid et que tu dis: «Non mais de toute façon, c'est du bluff parce que ça marque pas assez et tous ces minions pour faire un minion qui tape fort à la fin à 3 dégâts, bah, c'est pas grave», et ben en fait, tu t'en sors vachement bien. Et je suis d'accord avec ton analyse, hein, les minions guild forts, ben, c'est ceux qu'on joue en mots-clés, hein, c'est ceux que tu m'as fait imprimer. C'est ceux de Toul et c'est ceux qui font des points de victoire, en fait. ouais. C'est fou, mais c'est ceux qui font des points de victoire, c'est pas ceux qui tuent, tu vois? Et je suis d'accord avec toi. Après, tu as des enforceurs qui sont très bien comme le Lone Marshal et tout ça, mais ils coûtent un rein et si en face le mec met les ressources, il sait que défensivement, bah, tu es à poil, quoi. Mmh oui, et mh. puis il y a certains Bien coups où sûr. tu peux pas le sortir du enfin, tu peux par exemple, contre Kairis, on en parlait récemment, tu peux pas sortir de gros enforceurs et du coup, bah, tu te retrouves avec des match-up où tu peux rien faire parce que tu peux pas sortir tes gros enforceurs, tes henchmen te coûtent les yeux de la tête, tes minions sont nuls. Je suis Et moi, assez ça me fait d'accord. penser à autre chose, tu vois, cette discussion, parce que je reviens sur un truc que tu as dit vachement plus tôt, Robin. Je me permets un petit peu de recontextualiser. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais on parlait de l'équilibrage, notamment. Bah, on disait, qu'est-ce qu'il y avait, on évoquait le K-War Machine en disant, bon, bah, au bout d'un moment, le jeu a complètement cessé d'être équilibré. Et c'est un truc que j'avais déjà discuté avec Edouard, mais je pense que c'était pas dans un podcast, c'était comme ça à la cool, sur le fait que, ok, pour moi, en fait, le jeu de Malifaux n'est pas un jeu vraiment équilibré. Il y a plein de déséquilibres dans tous les sens. Et le problème, c'est que enfin, ce qui sauve Malifaux, à mon sens, à plein de niveaux, c'est que c'est un jeu qui est suffisamment profond avec
Tu pas juste, 3 ou 4 vecteurs comme tu avais à War Machine. Tu as Ouais. un nombre beaucoup plus important de vecteurs. Donc en fait, oui, c'est un jeu déséquilibré, mais le nombre en fait de vecteurs parce que tu vas avoir des figurines de contrôle, des figurines qui vont faire du skimrun, des figurines qui vont faire de la baston, des figurines qui vont faire, qui vont être plus défensives, celles qui vont faire du soin. Tu as beaucoup plus en fait d'habilités qu'on peut regrouper un peu par famille, différentes, qui permettent déjà une grande richesse dans le game design, de Malifaux, qui permet dans une certaine mesure d'éviter trop les redites. Et oui, effectivement, il y a des références qui sont clairement inférieures à d'autres et qui sont clairement ou d'autres qui sont clairement déséquilibrées. Mais même tu vois, en jouant Guild qui est plutôt bottom tier, j'ai jamais l'impression de ne pouvoir rien faire et j'ai rarement l'impression qu'une ref est vraiment à jeter. Il y en a quelques-unes, mais c'est clairement pas au niveau de d'autres jeux que j'ai pu faire, à niveau compétitif comme du 40K, comme du War Machine, comme deux trois autres jeux auxquels j'ai joué, quoi. Je sais pas si c'est une analyse qui fait sens pour vous 2, mais Alors, ça voilà, moi je pense que oui, je pense que tu as raison parce qu'effectivement War Machine, les 3 vecteurs, c'était prendre des zones, gagner autant ou tuer le caster ennemi, en gros, hein. C'était les 3 vecteurs de victoire et du coup, les factions se plaçaient par rapport à ça. Everblight était très mauvais pour prendre les, scénarios, donc ils détestaient avancer sur la table, mais ils tiraient à travers tous les décors. Par contre, ils étaient très forts pour tuer le caster et ils étaient très forts à la cloque, donc c'était une faction très tranchée et Khador, c'était pile l'inverse. Moi, c'est ce que je jouais. Tu très fort sur les zones, tu assez mauvais pour tuer les casters adverses et à la cloque, tu moyen, moyen, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas déconner, il faut apprendre à jouer vite pour rentabiliser ta cloque. Mais en vrai, du coup, avec 3 vecteurs comme ça, tu as raison. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait, 25 jacks, par faction, c'est des gros robots et tu étais obligé d'en jouer au moins un. Et ben, on voyait, un top 3 en fait. Et il y en avait 17 qui étaient poubelles parce qu'ils étaient juste moins bons. Au vu de ce que le jeu proposait comme enjeu, ils étaient juste moins bons. Alors qu'effectivement, s'il y avait eu, beaucoup plus de sous-scénarios, beaucoup plus de choses, ben, forcément cette tier list, elle aurait complètement changé. Donc je te rejoins, je suis d'accord. Je pense que, les refs à Malifaux ont plus de richesse. Après, je suis pas tout à fait d'accord sur le déséquilibre du jeu. Je pense que le jeu est équilibré à la faction à peu près. Il y a quand même une tier list des factions. Pour moi, tu vois, je te dis, je trouve bottom tier, la guilde, mais ça veut pas dire qu'ils sont injouables, ça veut dire qu'ils ont, peut-être 10 de chance, de moins que d'autres factions que je trouve plus fortes. Mais, c'est pas tranché comme dans d'autres jeux de figurines où c'est des 70, 30 en termes de victoire-défaite, tu vois? Sur Guild Ball, on avait ça, on avait des trucs très, très tranchés avec des refs et voire des factions qui étaient garbage tier, hein, à Guild Ball, hein. C'était beaucoup plus cruel que ça, War Machine aussi d'ailleurs. Mais Malifaux, je trouve que c'est plus doux, déjà les grosses différences, parce qu'à la faction, on a toujours de quoi s'en sortir avec les mots-clés, avec tous les paramètres et tout ça, donc je suis d'accord avec toi. Mais à l'échelle, interne d'une faction, par contre, c'est dramatique. Il y a des mots-clés qui sont dégueulasses, il y a des refs qui sont nuls à chier et d'autres qui sont trop mmh. au-dessus. Il y a des fois dans la même faction, bah, là vous avez vu Cedra qui a vu de sortir, mais Cedra elle est au-dessus de 95 des refs, arcanistes. Ça veut dire que c'est super nul parce qu'elle achève énormément d'autres refs. Elle dit: «Ça c'est nul, ça c'est pas bon, ça par rapport à moi», tu vois ce que je veux dire? Par rapport à Cedra et on a ça dans Sûr quasi d'avoir toutes vu les encore coalitions. Cédra en jeu, tu peux nous donner un petit peu de contexte? C'est quoi comme ref? Parce que je n'ai pas encore Alors regardé la partie, Ashes of Manifaux côté arcaniste. d'accord, alors en fait, Cedra, c'est, pour moi la ref qui va pas du tout de la prochaine extension, c'est la pire. C'est-à-dire qu'il y a un top 5 de ref un peu trop et celle-là, elle est beaucoup, beaucoup trop. En fait, c'est une ref qui est un peu comme Miranda, peut se transformer entre, on est chez Marcus et chez Rasputina et c'est une ref qui peut se transformer de humain à créature. La créature s'appelle Cedra, l'humain, je sais plus et en gros, tu commences avec déjà un des gameplays Marcus quand tu déploies, vu qu'elle a déjà une upgrade de Marcus. Donc ça veut dire que la ref est indépendante en soi. C'est-à-dire qu'hors mots-clés ou même chez, December, tu as déjà le gameplay que Marcus te donne. Donc c'est déjà fort en soi. Tu peux déjà prendre le butterfly jump et le vol, par exemple. Et on est sur une ref qui va taper à 3 dégâts mini, elle va le faire que 2 fois. Mais elle va avoir tellement de capacité, elle peut se transformer et se soigner elle-même. Elle a une, quand elle est en créature, elle a du maze éternel. Comboter avec un butterfly jump, ce n'est pas OK. Déjà là, il y a un problème. Elle tape à 3 dégâts mini, il y a une des 2 versions qui tire à travers, des poteaux et quand elle tire à travers des poteaux, elle tire avec un Breath of Fire, mais le Breath of Fire version du froid, c'est-à-dire qu'il ne met pas des feux mais des staggers, ce qui est tout à fait infâme. C'est-à-dire que et stat 6, ça veut dire que quand tu vas jouer, tu vas faire: «Ah bah, je la transforme», ça te permet de poser un poteau à 6 pouces d'elle, ça veut dire: «Ah, un poteau de glace même si je joue pas Rasputina» et tu arc-notes ton tir à travers à 6, donc là, c'était déjà à 12 pouces plus. À 12 pouces plus et tu vas faire, ah bah, si tu as un focus, ben là, tu stagger 4 F, 4 dégâts, 3 et boum, tu as 4 F stagger en face, bah, ça peut tuer une partie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, Elle peut faire des skims toute ouais. seule parce que si tu prends, un deathbeds, ben, tu mets le poteau, tu charges, tu mets ton skim, tu charges, tu fais ton 3 dégâts mini, bah, deathbeds, quoi et du coup, tu as une référence qui est trop polyvalente, trop riche. C'est un skim runner anti-skim runner parce qu'elle a en gratuite de poser un skim même engagé sur une des 2 versions et sur l'autre profil, d'avoir un mouvement gratuit. Donc en fait, elle peut faire 3 mouvements. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu Ouais, bien cumules sûr. tout ce que peut faire cette ref pour 8 points,
avec le gameplay Marcus pour survivre et la Demise Eternal, tu fais: «Mais c'est pas possible, c'est broken, littéralement broken», tu vois? C'est il y a trop Ouais de choses. et Bien en plus sûr. ça ne je sais pas comment dire, ça correspond pas du tout à ce que devrait être, un modèle d'Arcane. Que Miranda en fait, elle est très forte, hein, mais, elle est relativement fragile quand même et elle se transforme, mais en fait toutes ces transformations, globalement elles font du dégât. C'est à peu près tout Mmh mh. et en fait l'idée c'est que tu te transformes, pour avoir, la figurine la plus adaptée pour faire mal à la personne en face et c'est tout ce qu'elle fait. En ayant, des upgrades de Marcus qu'elle peut se donner toute seule, mais ça lui coûte une gratuite, un tour, où elle pourra pas se transformer et cetera. Cédra, les 2 versions ont des attaques, utiles, en plus qui font, bah, comme disait Robin, du contrôle et ils ont en plus chacun une tactical qui permet de faire autre chose et c'est rapide et c'est résistant et ça tape fort. On n'est pas Mmh. censé avoir des modèles, qui on est censé avoir des modèles qui tapent fort, qui sont rapides, mais qui ont pas beaucoup d'utilité et qui sont fragiles. Et là malheureusement elle fait vraiment tout Ouais, et elle fait vraiment tout Mmh. et moi je serais un joueur arcaniste, tu joues Colette, tu la rentres à 9 points, tu sautes une cache à 11 points, elle rentre, oui, pas de souci. Tu peux la jouer n'importe où, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu es C'est un pas joueur impossible. arcaniste, Robin. Mais ouais, j'imagine bien. Mais, après là, comme la une grande force enfin, pour mitiger ça, normalement, elle va sûrement se faire nerfer là, s'il y a un consensus de la communauté pour dire que le profil à l'heure actuelle est overbourrin par enfin, beaucoup trop optimisé, par rapport à son coût. On a vu quand même que Weird était relativement réactif. On sait que dans les ratés de juillet, probablement, ça sera nerfé et on devrait Oui, je tomber sur un m'inquiète truc à peu pas, près, ouais, ouais, je m'inquiète pas à outre mesure. On en parle rapidement par rapport à ça, par rapport aux sorties. En fait, dans toutes les sorties, les V2 ont amené, trop de refs à la fois qui fait que c'était impossible d'équilibrer le jeu et comme c'était des masters et ben, les synergies qui en découlent étaient trop fortes. Donc du coup, il y a des choses qui ont été vues tout de suite comme, enfin tout de suite, il a fallu quand même 6 mois, 1 an pour qu'on voit, Yann V2 qui a pourri 1 an de tournoi quand même, hein, qui était ignoble, qui était vraiment trop fort. Et il y avait plein de choses et encore aujourd'hui, je pense dans les V2 des choses qui sont mal, défrichées, des choses trop fortes qu'il faudrait, retoucher. Moi, je pense beaucoup à Shenlong V2, vous le savez, hein, j'ai ma tourette. Mais hors ça, il y a beaucoup d'autres refs qui sont un poil trop, quoi, qui mériteraient d'être retouchés. Et je pense que, tu vois, on parlait des errata weird, ils ont erraté des trucs, j'ai pas compris. Pourquoi tu détruis Ophelia et Perdita? C'est quoi le problème? Enfin, ça gagnait pas de hem, tournoi quand ils les ont détruits. alors Ça gagnait pas. Perdita était un peu oppressif quand même, hein. Oui, elle était forte, je l'ai affrontée, hein, elle était forte. Mais ça dépend quand même du décor, ça dépend quand même de beaucoup de choses. Ça marquait toujours pas facilement des points de victoire, ça gardait les défauts de Perdita, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, C'était c'est pas sûr. gagné, C'était pas hein? gagné, mais elle était en fait, ce qu'ils essaient de nerfer avant tout, c'est la partie fun et c'est ce qu'ils ont déclaré à plusieurs reprises. Eux, ils ont pas la prétention de faire un jeu, ultra compétitif ou en tout cas uniquement tourné sur la compétition. Ils ont envie que les gens s'amusent à jouer et je Ouais, mais pense ça que c'est ça c'est un baratin, langue de bois. Si jamais un jeu va te dire: «Écoutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu compétitif, donc les casus, allez vous faire foutre». Ils savent qu'ils prennent l'argent des casus avant tout, donc ils vont jamais aucun jeu va te dire ça. Tous les non, jeux mais vont tu te dire: vois, «Mais par exemple, bien sûr, notre jeu, c'est le fun, c'est le plaisir avant tout», parce qu'ils veulent garder cette communauté-là et ils veulent surtout rassurer tous les joueurs qui voudraient s'y mettre en étant débutants ou joueurs occasionnels. Mais vraiment, c'est impossible qu'un jeu te dise l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Donc bah, pour moi, ouais, c'est mais cette tu prends un jeu, qui est fait pour être compétitif, heu, genre, des jeux d'e-sport, de machin, de trucs, ils disent: «Bah, on essaie d'équilibrer les 2 à la fois». Parfois, tu prends, StarCraft, tu prends des jeux comme ça, en fait, c'est assumé qu'il y a une grosse partie qui est faite pour être jouée, à haut niveau par des joueurs professionnels et en fait, ils disent que, bah, ils équilibrent, autour des bas niveaux, mais de façon à ce que jamais ça perturbe, les compétitions à haut niveau et ils ont quand même un discours, qui est comme ça. Weird, Je suis en tout cas d'accord, de mais son c'est parce côté que tu as des millions de comptes. En fait, pour moi, ça marche oui. pas avec la figurine parce que tu as pas des millions de comptes sur de la figurine. Le jeu vidéo et la figurine peut être comparé en plein de points, surtout en gameplay, je trouve. Mais en termes de gestion, il y a des choses qui sont impossibles à transposer pour moi. Ouais, Parce que comme tu as des millions et des millions de joueurs, tu vas pouvoir dire des choses très différentes et dire beaucoup de choses. Alors que sur de la figurine, pour moi, une boîte, c'est vraiment du suicide de dire quelque chose comme, tu exclus peu importe qui tu exclus, tu vois? C'est impossible. ouais, Aucune je boîte vois. peut se dire: «Je vais exclure telle communauté» dans mes réponses, tu vois? Tu es obligé Après de moi, ça me garder fait penser à quelque chose, auquel j'ai réfléchi récemment et je me demande en fait si, enfin, j'ose faire de la réflexion, même je suis pas sûr que ce soit extrêmement pertinent là dans la discussion, mais, on a combien de joueurs à peu près, on a une idée? Je pense que ça se compte à peu près en milliers, peut-être 10 000 joueurs, au niveau mondial sur Malifaux, un truc comme ça? Peut-être un peu plus, mais pas sûr, hein.
Et je me disais, en fait, il y a une adoption quasi unanime de l'application Malifaux, Mali le crew Malifaux là, qu'on trouve à la fois Builder. sur téléphone. Ouais, crew builder, ouais, exactement. Et ce qui serait vraiment stylé, ce serait de sortir des métriques, en fait, de cette appli et les rendre open source. Heu, En fait, c'est con, mais toutes les parties qui sont faites, ou une énorme partie une grande majorité des parties qui sont faites, ils passent par l'application. Et notamment, ne serait-ce qu'en termes de construction de liste, ça serait hyper simple, notamment, de voir vraiment les clous qui dépassent trop fort. Je pense que c'est pas possible d'avoir un jeu qui est parfaitement équilibré, mais se dire: «OK, cette ref hors mot-clé, elle est prise systématiquement. Cette ref, on la voit dans, je sais pas, X 70-80 des compos de cette faction». Des choses comme ça, vraiment, qui montrent qu'il y a un problème dans le design, ou à l'inverse, vraiment des refs, bon ça, il y a plus de travail, hein, qui ne sont jamais joués nulle part, qui sont extrêmement minoritaires. Et à partir de ça, on pourrait forcément avoir un outil qui soit communautaire. On se dit: «OK, là, il y a clairement un truc à fixer», et demander à Weird de le fixer. Alors ça résoudra pas tous les problèmes d'un coup, mais ça permettrait de, tu vois, de se baser, en fait, sur des chiffres plus que des ressentis individuels, pour pouvoir arriver, enfin, plutôt pour orienter, en fait, les priorités côté reward, quoi. Bah, en Mmh. vrai, c'est une putain de bonne idée, hein, mais tu Longshank qui fait la moitié de ce travail-là. Longshank rentrera pas dans le détail des listes, tu auras jamais les détails des listes et tout ça, mais Longshank, il va te donner des stats qui sont aussi en or parce qu'il va te dire: «Telle tranche de joueurs de telle année, en termes de niveau, il jouait ça et ça faisait tant de pourcentage de victoire. Le joueur plus bas, il jouait telle chose, ça gagnait, ça perdait» et ainsi de suite et donc et par pays et par zone, par tournoi. Donc en fait, sur Longshank, tu as déjà une source de données extraordinaire. Mais tu vas pas aussi loin que la liste. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que ça serait le vrai plus de récupérer les données de l'application. Mais par contre, tu as quand même les données du niveau des joueurs, des époques et ainsi de suite. Donc tu peux dire sur Mmh. tel errata, ça s'était joué, après non, après telle chose, telle ref était forte ou pas à tel moment. Enfin, je parle en master parce que tu que ça. Et encore aujourd'hui, tu peux aller sur Longshank et moi j'aime bien mettre le filtre depuis toujours, mais parfois tu peux mettre le filtre que de l'année ou que du GG. Tu prends la date Mmh. de la sortie du GG et tu peux regarder vraiment te dire, tel master, il a brillé, au contraire non, sur tel GG ou pas, quoi. Tu peux aller te dire maintenant, Perdita GG2, elle faisait combien de pourcentage de victoire? Et te dire: «Est-ce que ça méritait un nerf?» Et je vais comparer ce pourcentage de victoire avec absolument tous les autres pourcentages de victoire de gros masters de l'époque. Tu vois, Damian 1 Mmh. ou 2 qui était à plus de 70 de ratio de victoire, te dire: «Mais les mecs, il y a eu, 200 parties de Damian à 70 de victoire plus, et pourtant», tu vois ce que je veux dire? Tu peux Ouais, aussi peut-être un futur concept d'émission, un jour on se penchera peut-être dessus, voir s'il y a des trucs, intéressants qui sortent, de la liste de ces stats, et voir si on peut en tirer quelque chose sur, l'équilibrage global, par saison, quoi. mmh. Je Mmh pense mh. qu'on est à l'âge d'or de Malifaux en tournoi. C'est-à-dire que Longshank a été lancé il y a 2 ou 3 ans sur, Malifaux, on a été dans le top mondial avec Fox et tout parce qu'à l'époque il y avait, 30 personnes dessus. Donc ça voulait rien dire à cette époque-là, vraiment rien dire. Là aujourd'hui, le Longshank, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, mais c'est un classement NBA en fait, hein. C'est les ricains qui ont fait ça et c'est un classement NBA. C'est-à-dire que les joueurs NBA ont une note Longshank indirectement, tu vois? C'est le même calcul. C'est en gros 50 de ta note, c'est ton ratio de victoire, 25 de ta note, c'est le ratio de victoire des gens que tu as combattus et 25 de ta note, c'est le ratio de victoire des gens que tu as combattus, qu'ils ont combattus, tu vois? En effet de pile et en gros, tout ça, c'est Ah sur ouais. 1000, c'est une note sur 1000 et donc du coup, quand tu as des 600 points plus, tu sais que c'est des gros joueurs. Tu sais que c'est des bons et des gros joueurs et en gros, pour voir si une communauté Longshank, elle est au moins, suffisamment, parlante, il faut que tu aies 40-50 joueurs à 600 points plus. Tant que tu as pas ça, c'est que tu es encore trop dans le tournoi local, dans le la une personne peut vraiment faire la grosse différence. Mais dès que tu commences à avoir plus d'une Mmh. cinquantaine de joueurs comme ça, c'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, tu commences à avoir suffisamment de parties pour qu'au moins le jeu, on puisse en parler compétitivement parlant. C'est-à-dire qu'il y a plus de voleurs à partir de là. Il y a plus de mecs Mmh. qui ont 1 milliard de points en jouant dans leur coin, quoi. Ils peuvent plus faire ça. Tu vois, la Mais première année, comme aujourd'hui, tu on en disais, est, excuse-moi, on n'est pas loin. aujourd'hui, juste pour savoir, au niveau mondial, War Machine Malifaux, voilà, on a combien de très, très gros joueurs, qu'on connaît au niveau de la méta? Alors, moi, j'en connais une bonne vingtaine au moins, mais en fait, je connais beaucoup d'anciens qui sont des Guild Ballers. Mais quand je vois, l'Australien, William, je sais plus quoi, qui a déjà dans le top 5 mondial avec, 20 parties et moi je rigole parce que c'est un mec qui s'est fait connaître sur Guild Ball parce qu'il avait gagné à l'époque sur Guild Ball pour la faire très courte, il y avait des championnats mondiaux avec en gros le titre de championnat du monde, c'était à Manchester que c'était joué. Pour rentrer dans ce tournoi, il fallait gagner le titre de champion d'un pays. Voilà. Donc en gros déjà ton billet coûtait très cher et il fallait que ce tournoi de champion de pays, ça soit un 36 places plus minimum.
Moi, j'avais perdu, Paris à 90 places en finale, donc j'étais deg, j'ai pas pu rentrer sur ce tournoi-là. Mais j'avais gagné j'étais champion suisse à l'époque, mais on était 24 ou 26, donc ça marchait pas. Donc j'étais un peu deg et cet Australien, il avait gagné, en Australie, ils avaient réussi à être 36. On sait pas comment il s'est démerdé, mais ils ont réussi à être 36. Il avait gagné ce billet, il avait jamais joué hors Australie et personne le connaissait, donc tout le monde en rigolait. Quand il est venu en Angleterre, il a roulé sur tout le monde, il a été champion cette année-là. Donc c'était magnifique parce que c'était vraiment le mec qui venait de nulle part, le challenger, et il a roulé sur tous les Écossais qui étaient des monstres, les Écossais. Tu avais 6 ou 7 champions écossais, mondiaux, juste sur Guild Ball, quoi. Ils venaient tous de là-bas, quoi. Et là, je vois les Polonais, que je connais très bien, qui organisent le championnat du monde là, par équipe de 8 cet été, où la France ira représenter. Là, on est en train de construire notre équipe. Il nous manque encore un joueur. Et et on a donc, eux qui organisent ça, qui sont très bons, bah, je les vois dans le classement, je les vois dans le top 50. J'en vois 3, je vois Bartek, je vois Bialek, je vois Powell, ça me fait marrer parce que c'est des mecs que je connais de Guild Ball. Will que je connaissais de d'autres, je vois David Cameron aussi, l'anglais qui est très, très fort sur Guild Ball et là, il joue beaucoup, beaucoup à Malifaux. Donc c'est des gens que je connais parce que je les connais de d'autres jeux. Mais par contre, les gros joueurs, Malifaux historiques, bah, ça va être Plague, ça va être, il y en a deux trois autres que je n'ai pas les noms comme ça par cœur. En relisant, je pourrais peut-être les pointer, mais il y en a quelques Mmh. autres comme ça et malheureusement, moi, c'est des gens que je n'ai ni affrontés ni connus parce que ce sont des joueurs, russes, qui jouaient beaucoup sur Vassal à l'époque et encore aujourd'hui, je crois Ouais. et en fait, cette communauté-là, Malifaux, profonde, puissante, ancienne, internationale, je ne la connais pas. Moi, je connais que des à 90 je connais des joueurs qui sont des anciens Guild Ballers, des anciens mecs de War Machine. Quand j'allais jouer à Düsseldorf, je jouais contre des anciens mecs de Guild Ball et des anciens mecs de War Machine et pareil à Munich, pareil un peu en Suisse. Et en France, beaucoup aussi, hein, parce que les Fox, les Kali, tout ça, c'est des mecs qui viennent d'anciens jeux. Les bourrins, les Istra, c'est beaucoup ça aussi, hein. C'est Mmh. beaucoup Bah, là, d'anciens Guild. le Mali quand même, Longshank, c'est assez dominé par, comment il s'appelle? Les Malifaux World Series qui est, un peu l'organisation, internationale qui organise les tournois Vassal. Parce qu'étant Ouais. donné qu'ils font un event par mois, qu'ils organisent, des championnats, des machins et cetera, Alors, bah, je pense ça fait longtemps que tu es pas allé sur Longshank parce que c'était vrai il y a quelques années, mais ouais. maintenant on réussit à avoir presque 10 tournois minimum par mois, au moins 10 tournois. Oh! Regarde, je vais aller voir, Find Event et je vais aller regarder ça tout de suite. Current Event, on va aller voir Future Event et je vais te dire ça. En avril, 1, 2, 6, 12. Ouais, en avril, il y a 2 pages et la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 3, donc 24, tu vois? Et il y a 2 pages. On est à 24 et 1, 2, 3, 4, 5 et 5 fois 3, 15. Donc il y a, 39 tournois en avril sur Malifaux. Ah, Sur rien à Tu dire. vois? Effectivement, ça en est Tu déjà vois? C'est ce beaucoup. que j'ai dit, c'est ce que je te disais, c'est un truc de fou, ça se développe. Vraiment, maintenant on commence à avoir suffisamment de données et suffisamment d'events pour que chaque week-end, en moyenne, bah, tu as 10 tournois à l'échelle mondiale. Alors mondiale, mais sauf Angleterre, parce que les Anglais sont très accrochés à leurs livres, leur indépendance et donc leur logiciel qui n'est pas Longshank. Donc on n'a pas leurs stats. On a toutes les autres stats, mais on n'a pas le leur. Ouais, forcément, comme toujours. Le syndrome Et de du coup, il y avait un l'ignorance. truc que c'est amusant, du coup, tu évoqué le fait que tu avais ce ressenti qu'on arrivait dans un âge d'or de Malifaux? Pour moi, oui, actuellement, en termes d'événements, et de jeux, mais parce que moi, je suis un joueur compétitif, vous le savez, je suis un joueur tournoi, je suis un joueur communauté, donc je suis pas un joueur casual qui joue que dans sa ville. J'aime beaucoup, mais alors c'est pas péjoratif, hein, je dis pas ça de manière péjorative. Il y a plein de joueurs qui jouent que avec des copains chez eux et tout, et ils ont raison. La bonne approche du jeu, c'est celle qui nous fait plaisir, c'est toujours ma devise, donc c'est très important. Moi, la mienne, c'est d'aller beaucoup vers l'autre et beaucoup, un peu sans frontières, un peu aller chercher, le challenge. Je suis un joueur compétitif, j'ai besoin d'être challengé, j'ai besoin de prendre des raclées de temps en temps pour revenir, donc j'aime faire ça. Et donc du coup, pour moi, c'est un âge d'or parce qu'on trouve justement des tournois partout. Il y en a, à Budapest, qui donnent envie. Là, on va aller en Pologne, on va aller à Varsovie, ça fait super plaisir, tu vois? De se dire: «On va aller loin, on va faire des beaux tournois, on va avoir des joueurs de d'autres pays, il va y avoir tous les Suédois qui viennent, il va y avoir une équipe suédoise». J'ai jamais rencontré des joueurs de Malifaux suédois. J'ai hâte de les rencontrer. J'espère qu'on les rencontrera dans la compétition et j'espère que Rainbow Dash, le meilleur joueur allemand qui a vaincu en 40 parties consécutives, sur une quinzaine de tournois, Mmh. et ben, Ah j'espère qu'on ouais. lui pètera la gueule. Mais j'espère qu'on va le tuer. C'est ça. Mais bon, On vous mettez à 2 avec, comment, Ludo dans une ruelle, je pense, après quelques bières, il y a toujours moyen. ah, tu peux essayer, mais je pense, entre un butterfly jump et une demise, il va en étaler un ou 2. Je sais pas comment il va se démerder, mais j'ai l'impression que le mec a de la ressource, hein. Non, il est assez ouf. Ce mec, je l'ai rencontré à Düsseldorf, c'est un organisateur de tournois à Düsseldorf et donc du coup, j'avais pas mal discuté avec lui, mais je l'ai jamais affronté, à grand regret. Ludo quelques fois.
Il a mangé sèche, il s'en souvient. Ouais, il a eu des mauvaises expériences, il a eu un Sheamus au milieu d'une forêt, stagger, 3 actions pour rejoindre un poteau, il s'en souvient encore. Dramatique. Mais ouais, ouais, tu vois, c'est pour moi, c'est un âge d'or pour ça, parce que justement, si c'est le moment de voyager, c'est le moment d'aller dans à la rencontre des joueurs, c'est le moment aussi où le jeu commence à avoir une maturité, nationale qui est bonne en termes de qualité de jeu. Les gens commencent, à parler du jeu bien, en termes d'enjeux, en termes de compréhension du jeu. Il y a quand même le jeu est de plus en plus compris. Il est pas maîtrisé, hein, j'utilise pas ce terme-là, hein, mais il est compris, il est joué, il est apprécié. Donc c'est aussi ça qui est génial, c'est que tu arrives pas qu'en tournoi sur des gens qui connaissent pas les règles, qui ont du mal à jouer. Ce qui est une étape inévitable, c'était il y a 2 3 ans, c'est quand on a fait le Choucroute 5, où toute la communauté en sortie de covid, on l'a fait venir jouer. On fait des rondes très longues parce que personne ne connaît bien encore le jeu à part les anciens comme Beji, comme Lionel et tout ça, qui sont, extrêmement riches à ce moment-là parce qu'ils vont vraiment apporter beaucoup à ces nouveaux joueurs dont je faisais partie et ainsi de suite et donc du coup, là, on est vraiment à une période, pour moi un peu d'âge d'or, hein, parce que c'est le moment de profiter, quoi. C'est le moment vraiment de profiter du jeu, d'aller sur les événements, taper les discutes, faire des parties qui déchirent et tout, quoi, hein, tu vois? Moi, je le vois comme ça. Est-ce que ça va durer longtemps cet âge d'or? Je sais pas. Pour moi, on est à, dans pas longtemps, c'est la, ME4, moi je le sens. Mmh. Pourquoi? Parce que Sérieux? Aussi vite? bah, je pense, parce qu'en fait, il commence à y avoir trop de choses, trop de règles un peu merdiques, trop d'FAQ, trop de un nouveau joueur qui rentre maintenant dans le jeu, c'est hard quand même de récupérer toute cette historique, de se dire: «Attends, mais comment se joue ce truc? Ouais, mais dans telle FAQ, tu ça, dans la règle principale qui est assez mal écrite. Il faut aller dans 4 paragraphes pour avoir ta réponse et tout ça». Ouais. Heu, Moi, comme je dis, je suis pas un homme de la compréhension des règles, je suis un homme des consensus. C'est-à-dire que je vais poser mes questions. Quand j'ai des questions de règles, je n'essaye pas d'y répondre par moi-même, parce que je sais que il y a des chances que j'y arrive, c'est du 60 et même si j'y arrive, c'est peut-être pas le consensus, des joueurs. Donc je vais poser les questions. Je vais dire: «Comment est joué ça?» et «Ah d'accord, donc je vais le jouer comme ça aussi» et du coup, je trouve que c'est un jeu qui est difficile d'accès aujourd'hui, Malifaux. Bon, il a toujours été, mais là aujourd'hui, je trouve que ça en arrive un peu au paroxysme. Donc je pense que Mmh. peut-être une extension supplémentaire, peut-être une neuvième faction qui sort de nulle part et puis après une ME4 quoi, pour remettre à plat, tu vois? Mais ce serait pas une ME4, franchement différente. Pour moi, il faudrait une ME4 qui soit une ME3 retravaillée, remise à plat, tu vois? Une 3.5 quoi, en fait, avec une Ouais, réécriture une de sorte règles de qui 3.5, sont aujourd'hui l'un des gros points faibles globalement du corpus clairement, de Malifaux. clairement. Parce que, il y a même moi, tu vois, ça fait, j'ai pas la même compréhension de règles que vous, je pense elle est vachement moindre, mais ça fait, 2-3 ans que je joue. Il y a certaines règles, notamment au niveau du wording, C'est c'est ignoble. sloppy en fait, c'est pas clair Ah oui, Ah oui. ouais, et tu sais non. pas comment interpréter en fait. Après, c'est vraiment, tu lèves ton doigt mouillé, tu demandes à la communauté, limite tu fais un stropole et tu vois ce qui se passe, quoi. Là, on a eu un gros problème au tournoi de Ludo là, qu'on a fait donc là à Strasbourg. Il y a une Thierry V2 qui joue contre un Sandy V2. Le mec, il met un artefact, il dit: «Aucun marqueur ne peut être place à 6 pouces» et donc le mec dit à Fox, l'Allemand: «Bah, tu es baisé, tu peux pas mettre tes Shockwave dans les 6 pouces, parce que tu peux pas place tes marqueurs». Or, quand tu vas lire les règles, il parle de put in play sur les marqueurs, mais pas de Mmh. place et d'ailleurs quand tu places, en jeu, tu vois, je dis place, mais c'est pas le bon terme. Quand tu mets en jeu un marqueur hasardous, il ne hasardous pas parce qu'il est pas placé, alors que quand il est placé par un effet, il fait son hasardous. D'accord? Donc en fait, il y avait vraiment ce discours-là de dire: «Est-ce que c'est ça?» Ouais, mais deuxième paragraphe du chapitre qui dit: «Tu les put in play», il dit: «Si tu les put in play sur un élément de décor, tu le places au top de ça». Mais du coup, ça devient un place maintenant, c'est plus un put in play. C'est un put in play Mmh qui fait mh. un place. Donc est-ce que cette fois, il D'accord. fait à hasardous? Et tu es en mode: «Bah là, je crois qu'on est aux limites du wording du jeu, quoi». C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné donc pour les Allemands, eux, ils vont dire: «Ouais, mais c'est des ricains». Il y a beaucoup d'implicite dans ce qu'ils parlent. Donc pour nous, le put in play est un place. Donc notre pote allemand, il a eu raison de baiser Fox. Fox, il est en mode: «Bon là, je viens de prendre un doigt dans les fesses, je vais Mmh. pas le vivre comme ça», donc pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est un put in play, le mec a essayé de m'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, il y a eu toute cette discussion et aujourd'hui, on n'a pas la finalité. Les Allemands, pour eux, c'est comme ça et pour nous, ben, Lionel, lui, il est plutôt parce que Lionel, c'est un peu notre référent français du comment sont jouées les règles, ben, pour lui, c'est l'inverse, c'est pas un place, quoi et On j'ai dirait pas la presque une réponse. question de religion, en fait. D'un côté, tu as les réformistes, de l'autre côté, tu as les orthodoxes et chacun s'écharpe sur, l'interprétation, en fait, des évangiles, quoi, dans une certaine mesure. Bah, tu as raison, parce qu'on est là, on est quand même dans une philosophie d'interprétation. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le mot au mot près et de l'autre côté, tu as le: «Ouais, mais ce qu'il voulait dire, c'est ça». Et d'ailleurs, les Allemands, tu sais, ils avaient fait une charte, enfin, je sais pas si vous savez, mais en Allemagne, notamment sur Mmh. leurs 2 nationals allemands, ils avaient fait une charte en faisant une sorte d'errata maison. De dire Oui, telle compétence, elle est jouée comme ça c'est joué comme ça et ça c'est joué comme ça. ils avaient même Tu vois? ban, Mmh. si je dis pas de bêtises, certains modèles dans certains mots-clés. Genre ils Oui, avaient ban, Yannick chez, heu, ah, Von Schill.
Punch exactement parce que le ça a été raté après effectivement, mais à l'époque ça leur paraissait trop abusé. OK, on interdit de jouer ce modèle. Ouais, ils avaient fait ça. C'est discutable, mais en tant qu'organisateur Malifaux, tu es poussé par le jeu à le faire. C'est-à-dire que le jeu déjà te dit que c'est bien de faire des événements qui soient atypiques, que tu prennes en main toi. On est très loin d'un steamroller, War Machine. Tu War Machine, un tournoi à War Machine où les mecs changent les règles? Mais ça serait absurde. Les mecs se feraient insulter sur les forums, ça serait une guerre civile, à l'époque, le jeu, même Guild Ball, c'était pareil. Le jeu, c'était le même à l'autre bout du monde que chez toi, c'était le même jeu, quoi. Là, à Malifaux, même au sein du même pays, en Atour, ils jouent en mono master. Là, ils vont jouer double master à Lyon. Moi, je fais des équipes de 3 factions à thème. Chacun fait son tournoi. David, il joue tous les GG, en Belgique. Chacun fait ce qu'il veut et c'est une richesse. Moi, je trouve que c'est une richesse parce qu'il y en a certains tournois Mmh. qu'il va aimer ou pas en fonction des règles qu'ils proposent, mais dans tous les cas, ça propose une richesse de fond et finalement, le tournoi classique Malifaux, GG4, fais ce que tu veux, tu peux même jouer double master, celui-là, on le voit peu, tu vois? On le voit peut-être une fois sur 2. Il y Ouais. a tellement de tournois à thème, tu vois? Et Donc du même coup, eux-mêmes, ils avaient fait ça, hein, à la Comic Con ou je sais plus, enfin le dernier gros événement où, Weird avait organisé un tournoi, ils avaient dit: «Ah bah OK, nous on organise un tournoi en 40 Soulstone, parce que c'est pas très grave, c'est pas équilibré, mais bah, on encourage les gens à faire des tournois atypiques et on va le faire nous». ouais, Donc en bah, fait, faut ouais, que c'est un tu peu joues invocateur, hein. ouais, enfin Tu c'est tu la ça tu joues invocateur à 40 soulstones, mais oui, bien sûr. non mais c'est pour dire que vraiment ils ont une philosophie, de dire: «Bah voilà, on fait un peu ce qu'on veut», C'est ça et je trouve que c'est ça dans le jeu aussi et là, actuellement, c'est pour ça que je parle d'une ME4 ou qui serait une ME3.5. C'est que pour moi, il y a besoin d'une remise à plat, au moins du corpus des règles pour que dans un âge d'or où on est dans l'échange international, on puisse avoir quand même quelque chose d'assez solide d'un point de vue règles et pénal pour pouvoir jouer correctement au jeu, quoi. Moi, tu vois, je l'ai déjà dit à Mmh. l'équipe de français, je leur ai dit: «Moi, quand on va aller jouer en Pologne, ça va être la guerre des règles, les mecs. Il est impossible qu'en équipe de 8 sur 8 parties, tout se passe bien. Il y aura bien 2 parties où les mecs vont s'engueuler sur un truc qu'ils comprennent pas pareil, que les Polonais vont trancher d'une façon qui sera peut-être pas jouée dans tel pays ou dans tel autre pays». Tu vois? Mmh mh. Je leur ai Ouais. dit, je leur ai dit: «Franchement, je ne vois pas comment un tournoi comme ça, on n'est pas à War Machine, on n'est pas à Guild Ball, où sur les très gros événements où tu as 150 joueurs plus, c'est carré. Quand il y a quelqu'un qui a une question de règle, la réponse elle tombe, l'arbitre il la donne et c'est bon et des arbitres compétents, tu vas en avoir 10 sur le tournoi. Là, je sais pas comment ça va être, vraiment pas, tu Alors vois? franchement, le Ouais. problème c'est qu'avec l'empilement de règles qu'ils font, hem, ça fait un peu penser à l'histoire de Magic où, les règles sont passées par, 3 ou 4 reworks intégraux et en fait quand tu regardes aujourd'hui, les règles c'est, plusieurs centaines de pages, de texte et tu même des sites qui ont fait des règles avec des hyperliens et tout et tu un détail, qui n'a aucun sens, mais qui permet en théorie de répondre à toutes les questions parce que, bah, comme ils rajoutent, 3-4 règles à chaque nouvelle extension, qui sortent, tous les, quelques mois, bah, à bout d'un moment, tu empiles tellement de trucs que, tu as des interactions non prévues dans tous les sens. Bah, l'IFO, c'est un Ouais, peu pareil, hein. c'est ça là, comme les chiens, Neverborn qui attaquent, les mecs de chez WoW pour qu'ils retirent leur marqueur stun, pour se donner un flux positif en défense. Du coup, ils sont plus stun, ils peuvent continuer à invoquer. Ça te fait des interactions comme ça, ou qui semblent être, absurdes et qui en fait sont juste des combos de compétences, que tu enchaînes à la queue leu leu et qui ont pas du tout été pensés pour et qui font des combos un petit peu, tu vois, Kali il dit que c'est le GG4, et notre époque, c'est-à-dire le jeu actuel, c'est l'époque du bug exploit et il a, je trouve, assez raison et c'est-à-dire qu'on est sans arrêt dans des règles qui ont pas dû être pensées comme ça et qui marchent comme ça pourtant et qui font que tu as des parties ou slash des combos qui ont aucune gueule parce que, c'est un abus de règles, un peu à la Magic, tu vois? Quand tu joues beaucoup à Magic, plus tu pousses les combos, plus tu joues des cartes qui n'ont aucun thème en commun, aucun truc et finalement ça fait des chocs à pic parce que, telle règle dit ça et telle règle fait ça donc paf! Tu vois? Ah, c'est un Et peu là c'est satisfaisant quand même, quand tu arrives à trouver un combo improbable, qui marche quand même, parce que les règles sont de cette façon. Heu, Tu vois, il y a une différence après, dans l'esprit de règle. Est-ce que c'est vraiment un bug exploit ou est-ce que c'est un truc, inattendu mais qui est supposé marcher et qui marche, vraiment? Je trouve ça assez, enfin, tu vois, pour quand tu le découvres, c'est hyper satisfaisant comme sensation parce que tu te dis: «Putain, le jeu a une profondeur et je peux continuer à creuser, je peux continuer à créer des trucs et c'est mon combo à moi et personne ne me le retirera, quoi». Enfin, moi, j'ai eu cette sensation quelques fois quand même. Alors, je pense que tu as pas tort, il y a un certain fun, il y a un peu un côté comme les speedrunners qui trouvent leur strat et qui, passent à travers tel mur ou tel machin pour, «casser le jeu» entre guillemets, tu vois? Qui trouvent le truc. Mais dans un jeu de figurines, c'est un peu compliqué parce que quand tu arrives en tournoi avec ton bug exploit,
Déjà, il faut que le mec en face le comprenne, l'accepte, il faut que l'arbitre l'accepte aussi. Donc tu es déjà dans une situation qui peut être presque conflictuelle et puis ça donne des choses un peu absurdes. Comme je te disais, le combo avec le chien et avec Dorian ou avec, comment elle s'appelle? Avec, la petite nana avec Candy, c'est pas prévu pour, c'est sûr et pourtant ça te donne un truc à la fin complètement infâme et le meilleur exemple de ça, c'est quand il y avait un bug exploit en double master, côté résu, quand tu avais, McMorning V2 qui faisait, je récupère, un marqueur et je le tue et je le remplace par autre chose et que tu avais un autre master qui fait: «L'adversaire devient tel marqueur» et donc du coup tu allais vers le master adverse, tu faisais centaines opposées, maintenant tu es tel marqueur. McCormick V2, il venait, il faisait: «Bah, je pop un truc en te tuant et je retire le master adverse». Bah, c'était un bug exploit, tu vois? Bah, ça, ils l'ont Ouais, erraté, c'est la seule clairement. fois qu'ils ont erraté une ref avant sa sortie. C'est-à-dire que la carte qui était dans la boîte de base de McMorning V2, elle était plus bonne à la sortie. Tu vois? Parce Mmh qu'ils mh. l'ont raté avant, parce que c'était vraiment un gros bug exploit. Mais des bugs exploit comme ça, il y en a eu plusieurs. Il y a eu aussi, comment elle s'appelle? Pandora V2 avec son, Lucky Tief et sauf que tu as les puppets à 3 points qui mettent adversary et tu choisis le mot-clé. Bah, tu prenais le mot-clé adverse et tu disais: «Bah, voilà, tout le mot-clé adverse a des flips négatifs contre moi, tout leur positif se transforme en négatif et quand il se rate, je soigne de 2. Mon master est donc maintenant indestructible». On était en GG3, donc tu enlevais l'assassinate, ça veut dire que ton master était au milieu des lignes adverses en faisant des pings dans des Oratis autour d'elle et elle était intuable. Tu vois? Mmh Et mh. ben ça, ils l'ont raté aussi. Donc finalement, est-ce qu'ils sont pros, bug exploit? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression juste qu'à chaque fois, on trouve des choses qu'ils n'avaient pas prévues, que les bêta testeurs n'avaient pas prévues et que: «Ah bah, merde, bon si c'est très, très grave, on les rate tout de suite, sinon on attend 6 mois, quoi». Et Ouais. moi je le ressens comme ça, tu vois? Là, avec les chiens, Mmh. tu gagnes quand même 9 points, au lieu d'invoquer un chien à 3 points, tu en invoques 3, donc tu invoques, 9 points au lieu de 3. Ah, Donc le tu as quand chien, même mmh. c'est pas à cette échelle-là quand même, parce qu'il faut, les Non, c'est cartes, pas aussi c'est fort que ce que j'ai listé avant, mais en fait, ouais. tu vas le comboter avec les 10 points, 12 points que tu vas invoquer avec, les trucs et donc tu invoques, presque 20 soulstone tour 1 et tour 2, ces 4 chiens, bah, ils ont été invoqués le tour 1, donc ils peuvent être tous efficaces en posage de skim. Donc en fait, tu as une pression, une prise de table et de skim qui est très, très forte. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Ah que oui, des c'est points de sûr. victoire. Voilà. Donc du coup, Mmh. en fait, c'est cumulé. Quand tu joues contre ça, c'est vraiment impressionnant parce que tu es en mode, bon, bah, soit j'ai une réponse, soit je vais me faire rouler dessus. Parce qu'il y a trop, il y a trop. Tu vois? Le mec joue en 70 soulstone, toi, hein. Toi, tu joues en 50, donc c'est compliqué. Mais voilà et Mmh. des bugs exploits comme ça, il y en a plein, plein, plein dans le jeu. Là, il parle de Rasputina qui peut faire des sorts qui peut interact à travers les machins quand c'est un pouce et que c'est pas base contact. Est-ce que c'était vraiment voulu ou pas? Je pense qu'à une époque, ça pouvait être voulu parce que c'était quand même une bulle de fond de table et de contrôle, donc ça avait du sens. Mais maintenant que tu as Cedra et tu as tous les autres outils et que le GG4, tu as 3 stratégies sur, 4 qui répondent à ça, ben, finalement, elle est peut-être un peu trop reine là-dedans. Bon, je pense pas que ça la rende broken pour autant, hein, je pense qu'il y a beaucoup plus fort dans le jeu. Mais je pense que ça lui donne quand même un atout qui est pas négligeable. Mais voilà, donc Mmh. je pense qu'on est à cette époque-là un peu instable, où le jeu devient instable, parce qu'il y a trop de refs, parce qu'il y a trop d'interactions entre les refs et puis parce que mais comme disait Alex Buchel, qui est le créateur de Saga, il est strasbourgeois, donc j'aime bien parce que je peux lui parler de temps en temps et c'est un mec qui est très riche en discussion et lui, il disait: «De toute façon, peu importe les bêta tests que tu fais, quand tu lances ton jeu, au bout d'un mois, il y a un connard qui va trouver un truc chiant». Il a utilisé ces termes, hein, et parfois il est un peu comme ça, mais parce qu'en gros, lui, il fait son jeu Saga, ses trucs et tout, il fait ses plateaux, il fait ses machins et pareil, ça marche à combo. Et ben, tu es sûr qu'un mois après, il y a un mec qui fait: «Ouais, mais alors, à telle époque, le viking, tel machin, s'il prend tel kappa contre le romain, bah, en fait, il lui roule dessus parce qu'il peut pas jouer son plateau», tu vois? Ah ouais, d'accord, Mmh. OK. Et ils sont obligés de faire un errata. Et malgré le fait que Weird fasse des bêta tests à l'échelle mondiale et que c'est très bien ce qu'ils font, hein, je trouve que c'est vraiment une très belle approche, je pense pas que tu puisses te prémunir de problèmes comme ça, quand il y a autant de refs. On est à 90 par faction là, 90-95 refs par faction et il Ouais. y en a 8. Je veux dire, Bah, c'est pour Oui, ça un petit peu justement à War Machine au moment, bah, là aussi à l'âge d'or, donc en espérant que ça suive pas la même trajectoire, mais ouais, où il y avait aussi bon et le problème aussi c'est que, j'y pensais tout à l'heure, quand tu l'évoquais sur la fin d'un jeu, enfin en tout cas le déclin d'un jeu, ce qui caractérisait Private Press, c'était des problèmes dans la chaîne de production et d'appro et en fait, moi j'ai l'impression de les revoir aussi chez Weird aujourd'hui. Où il y a des rêves qui restent, out of stock pendant des mois. Alors on sort aussi là de un petit peu du contexte du truc, mais j'espère que ça va non, pas non, tu as sur, raison d'en parler. Mais je tout pense ça, qu'en quoi. fait, c'est beaucoup mieux qu'il y a déjà juste 3 ans, hein. Il y a 3 ans, c'était dramatique, hein, vraiment dramatique, hein. C'est-à-dire que tu regardais Mmh. presque ce qu'il y avait en magasin avant de te dire: «Qu'est-ce que je vais jouer?» Moi, je me souviens, par exemple, à Strasbourg, on a Philibert et on a une boutique physique et en fait, leurs structures sont pas liées. Ouais, je sais, c'est un peu minable, mais donc en gros, leur site internet n'a pas les mêmes stocks que la boutique et à l'époque, ils avaient mis en avant, Malifaux dans la boutique et donc ils avaient un exemple de starter de chaque. Mais par contre, sur la boutique, ils avaient plein de machins et donc j'avais déjà des Mmh. copains qui me disaient un peu partout dans France: «Bon Robin, je cherche Euripide, est-ce qu'ils l'ont en boutique? Si oui, je l'achète et je lui envoie en mondial relais, quoi». On en était là.
On en était là, Oh parce que là les là. trucs étaient introuvables. Donc il savait que son repeat, si moi je l'avais pas à Philibert à la boutique réelle, il allait l'attendre peut-être 6 mois quoi, 6 mois, 1 an peut-être. Mmh mh. Tu vois? On en parle des Inamatsu qui Totalement. ont été en rupture plus de 9 mois quoi. Il y avait, une dizaine de personnes, qui étaient en mode, «David, dès que tu as Inamatsu», David il savait qu'il fallait qu'il achète une palette d'Inamatsu quand elle allait être bonne quoi. Parce que tout le monde la voulait. Ouais, Sandy, je lui ai imprimé une en 3D parce que c'était pas possible, elle l'aurait pas eu sinon. Mais c'était la bien Tu sûr. période vois? Covid, ça aussi, parce qu'il y a eu pas mal à l'époque. Je sais pas si ça Ouais. coïncide, hein. Je pense que ça coïncide aussi, mais après moi, c'est l'époque dans laquelle je suis rentré et j'étais en plein là-dedans, donc je pourrais pas te dire avant Covid comment le jeu s'achetait et à quel point il était accessible ou pas. En plus, David, je pense pas qu'à l'époque il en vendait, donc à l'échelle française, je sais pas quelles étaient les enseignes. Est-ce que Philibert en vendait déjà en ME2? Est-ce que je sais pas. Je connais pas le jeu en ME2. Je connais pas du tout comment il était distribué, Ah, je comment le c'était. connaissais un peu en M2. Bah, j'étais là moi en 2016 et c'était la guerre. C'était littéralement la guerre. Il y avait, pas encore peut-être Philibert, mais pas sûr, hein, à l'époque de la M2. Tu avais principalement, moi j'avais le Temple du jeu qui avait, du stock globalement en seule boutique française et sinon c'était eBay. Voilà, donc bon Ah courage. ouais, horrible. Tu te mets au Ou jeu, c'est du Commande, eBay ou et compagnie quoi. Mais c'était oh là c'était complexe, hein. Juste pour recentrer un peu le truc, du coup, en fait, bah, idéalement, toi, si tu pou comment tu verrais, en tout cas, idéalement, les prochaines sorties? Oui, tu t'évoquais une 3.5 qui remet les règles au clair. Est-ce que tu dans un monde idéal, est-ce que tu penses que ça vaut le coup encore de continuer à produire des figurines, notamment comme on a eu avec Ace is a Malifaux, ou il faudrait ralentir le rythme, ou plutôt sortir de nouveaux mots-clés, et arrêter du coup de donner, des mots-clés des donner, des sorties aux mots-clés existants pour, dans une perspective d'équilibrage global du jeu? moi je pense À que le 12 ans, jeu comment tu verrais le truc si tu étais Weird Core? Un peu comme j'avais dit sur Guild Ball à l'époque, je pense que le jeu devrait se concentrer plus sur les collectors. Ça fait de la figurine à vendre, tu des gens, ils achètent pas des crews parce qu'ils les trouvent moches et paf! T'as la version, quelque chose d'un crew qui font: «Oh putain, trop bien! J'ai toujours voulu faire ce crew, mais j'ai toujours trouvé moche». Le meilleur exemple étant Hoffman et la version un peu Dark Souls d'Hoffman là, un peu avec les chevaliers et tout ça. Bah, typiquement, il y a plein de gens, ils détestent Hoffman normal parce que c'est des robots tout moches et ils ont raison. Moi, ce qui me l'a fait acheter, c'est surtout, les stats. Ne nous mentons pas, c'était celui que je voulais acheter le moins en arcaniste, puis c'est celui que j'ai joué le plus chez. Voilà, on rentre pour les nanas, on reste pour les bonhommes en arcaniste, hein, comme on dit. Heu, mais ouais, quand ils ont fait ce collector là, ben, incroyable, pareil, il y a des gens qui aiment pas trop Jetza et son style, ils ont sorti une collector, un peu Dark Souls et ainsi de suite et en fait, je trouve que moi, je serais eux, je continuerai à mettre l'accent beaucoup sur les collectors parce que tu rajoutes de la référence, bon, ça te fait toujours chier sur tes stocks et tout ça, machin, mais déjà, les collectors, on sait qu'elles sont un poil plus chères, mais elles partent quand même et surtout, tu n'as pas à Ça créer part vachement bien, d'équilibrage vu hein. que c'est le même crew. Donc en fait, tu sors de la figurine pour vendre de la figurine, pas de la figurine qu'il faut équilibrer qui vend de la figurine. Donc déjà, c'est un 1er point. Deuxième point, moi je serais pour, une revisite du Dead End. Je serais pour que le jeu, chaque faction soit divisée en 2 ou 3 parties. Par exemple, imaginons, ils font un événement, Malifaux, Neverborn, qui voudrait dire qu'en fait la moitié de Malifaux est téléportée dans le Neverborn en gros et l'autre moitié reste à la surface en gros. Et à partir de là, le jeu il se divise en 2, tu vois? Et tu as 4 masters de ta faction qui sont dans la version Neverborn et 4 masters qui restent à la surface. Et que chaque tournoi en fait, il soit basé sur l'un ou l'autre, tu vois? Et que du coup, ça oblige des associations et des visions de méta qui soient très différentes. Tu dis: «Ah ouais, dans la vision Neverborn, ouais, mais moi en TT, j'ai plus d'invocateur ou alors j'ai que ça, comment tu gères tel scheme, tel machin?» Ça Mmh ça mh. ça serait très intéressant en termes de méta. Ça serait beaucoup plus Tout à léger fait, en ouais. termes de références. Ça pourrait laisser aux gens aussi des choix par rapport à ce qu'ils aiment et ainsi de suite, tu vois? Et ça pourrait, faire en sorte qu'avec un surnombre de références, tu réussisses quand même à revenir sur un nombre qui est à peu près cohérent. Alors comme il y aurait les 2 types de tournois, ça pourrait faire chier les débutants qui aient qu'un seul mot-clé ou quoi. Mais ça aussi pourrait les Mmh. pousser à en racheter un deuxième, un dans chaque truc. Et donc indirectement, bah, tu vends de la fille. Et ça pourrait relancer des débats et des intérêts de méta un peu différents, quoi, tu vois? Et Ouais. tout en limitant un peu les rêves. Enfin moi je trouve que ça serait mais j'en parle depuis quelques mois de ça, hein. Moi je trouve que ça serait une belle approche pour relancer de l'intérêt sur ton jeu, sans tuer des rêves, sans dire: «Bon allez, Sonia Creed c'est non, Nelly c'est non, là Hoffman c'est non», et dire, tu vois, le Mmh. couperet qui fait vraiment peur, hein. Parce qu'il y a encore des gens qui sont traumatisés que Collodi et Nicodème sont sortis du jeu et Lilith surtout, hein, tous nos weebs préférés de Neverborn, sont très déçus que On Lilith avait, soit morte. moi j'avais Yul qui avait Collodi, qui avait, la meuf qui est morte, j'ai oublié son nom, qui a été remplacée par Nekima, Et oui, c'est Lilith, Lilith. Ah et c'est qui avait celui-là. Lynch. Donc en fait, il avait la moitié du crew Neverborn et à la MK3, on a fait: «Mec, il y a plus rien, ça n'existe Voilà. plus» et donc il a fait: «Bah, je me casse. Je vous emmerde, chier et je vais, jouer à Age of Sigmar» et il est pas revenu depuis, il boude.
Bon, bah, lui je sais sur lui, il a payé 1 700 balles pour jouer à 1000 points dans un jeu qui se joue au dé, mais Ouais. il aurait pu acheter 2 factions Malifaux à la place. Même si on lui en tuait la moitié, il était encore positif à la fin. Non, mais je Ouais, peux comprendre le bien sentiment sûr. et c'est tout à fait vrai parce que Malifaux, c'est un jeu avec beaucoup d'affect. On aime nos masters. Eldrim, il rêve de Kairis toutes les nuits, Ah on le bah sait oui, hein. et moi je rêve des mamies et j'ai un problème avec ça. Voilà, on a tous nos limites, tous nos problèmes, Ah, c'est dans mais les voilà, vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, hein, comme on dit, donc tout le monde personne te me dit jettera ça. la pierre, Robin. Tout le monde me dit ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc avec les mamies dans le jeu, j'aime bien. Mais ouais, on a tous, nos ressentis, et puis aussi on a un plaisir de jeu, c'est-à-dire qu'on a des masters, ils sont pas forcément meilleurs en termes de tier list, tu vois? J'en reparlais récemment, Makabe 12, je trouve que c'est le meilleur et j'ai moins de 50 de ratio de victoire en tournoi, alors qu'avec Jetza V1, je suis à 85 sur, presque 20 parties maintenant. J'en ai perdu Mmh, une égalité, mais j'ai genre, 16 ou 17 victoires et parce qu'en fait, je m'y sens très bien. C'est un crew qui est très polyvalent et qui correspond à mes valeurs. Il y a toutes les valeurs qu'adore et Troll Blood dedans, que j'ai énormément joué à War Machine, donc je suis chez moi, tu vois? bien sûr. Et pour revenir juste très rapidement sur cette histoire de méta roulante, enfin méta roulante pas vraiment, mais en gros de favoriser, certains coups, pendant une période donnée, tu avais, Print qui avait essayé un petit peu ça à la fin de la MK2, où sur les Steamrollers notamment, tu avais je crois, tous les 6 mois, 3 masters, enfin 3 casters qui étaient, par faction, qui étaient, sélectionnés et si tu faisais tes listes donc, ça a rien à voir avec Malifaux, peut-être faudrait penser à un autre concept pour Malifaux, celui que tu as proposé est très bien. Mais si tu prenais notamment, ces, casters en tant que liste dans le cadre d'un tournoi, tu avais accès, je crois, c'était sur, des listes à 50 points, tu avais accès à 15 points qui étaient en fait une sorte de réserve qui te permettait en gros d'adapter ta liste. En gros, tu avais 15 points en plus et tu es sur ces 65 points, tu sélectionnais tes 50 au début de la partie. Donc ça permettait en fait de donner un petit bonus qui essayait de pousser les joueurs, vers l'utilisation de ces casters qui étaient souvent un petit peu moins populaires. Après, il faudrait voir comment on pourrait adapter ça à Malifaux, Ouais, mais mais ouais, je sais c'est pas ça si qui est marrant. Malifaux est un problème de popularité parce que tu prends Lucius, il est dramatiquement aimé à l'échelle de la communauté alors que c'est vraiment un mot-clé pourri, quoi et enfin pourri, je grossis le trait pour le rire, pour me faire insulter sur YouTube. Mais en vrai, il y a beaucoup de mots-clés qui sont, pas forts. Prends Hoffman, il est détesté, de manière Mmh générale mh. alors qu'il est extrêmement fort. Shenlong, c'est un peu pareil, il est détesté parce qu'il y a plein de gens qui disent: «Ouais, enfin les mecs en kimono, quand à côté j'ai une Misaki qui est magnifique, j'ai plein de choses qui sont très belles, j'ai pas envie de jouer les petits moines en kimono, quoi» et donc je pense que dans Malifaux, on n'a pas trop ce problème en fait de il y a beaucoup de lotières qui sont énormément appréciées. On en parle que sur, tous les 2 mois, il y a un mec qui vient défendre Bass quand même quoi, qui essaye quoi. Donc «Mais Bass, mais les mecs, je suis 7 pouces en avant, du coup je meurs tour 1, c'est incroyable». Mais il y a toujours des mecs pour, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a toujours des mecs qui jouent des trucs lotières et qui s'y accrochent et qui Et adorent ça, je et suis c'est toujours bien. Ouais. convaincu que Bass, est un bon pion contre arcaniste en mais bon, après c'est moi, hein, Bon, Eh beh, écoute, on fera une émission spéciale à thème basse pour te faire plaisir, non, non, bah, Eldrim. tu vas après, avoir faudrait que je 52 invités. non, non, mais c'est vrai, tu as raison. En fait, il y a pas mal de ouais, il y a beaucoup d'affect, dans cette histoire-là et il y a aussi beaucoup d'affect sur, chaque master. Le problème, c'est que beaucoup de gens jouent un master parce qu'ils l'adorent et si tu leur dis: «Ouais, bah, on fait un tournoi et votre master, bah, il est pas là», c'est compliqué donc c'est toujours difficile pour l'équilibrage. C'est pareil, le fait d'empêcher des hors mots-clés, malheureusement, qu'on le veuille ou non, en fait, aujourd'hui, tu as des factions qui sont définies par, quelques modèles qui prennent quasi systématiquement hors mots-clés. Par exemple, quand tu joues contre Résu, quel que soit le mot-clé, la menace, de Manos, elle existe et donc tu fais tes listes en fonction. Quand tu joues contre Outcast, tu peux pas te dire, que tu vas prendre une pièce qui peut se faire tuer facilement par Mad Dog parce que, il existe et en fait, il peut sortir dans toutes les listes. Après, la Non, philosophie de Weird en ce moment, c'était aussi de dire que, bah, on va rework des mots-clés, comme là, ils ont rework, Big Hat, hein, et bah, c'est pas si bête. mais c'est la meilleure idée parce que ça peut aider les gens à se remettre dans le jeu. Moi, j'espère un Mmh mh. rework Lucius, un rework Bass, tu je cite que la guilde, hein, il y a pas de message caché, mais à part que oui, mais serait bien de rework la guilde. Mais ouais, ouais, il y a plein de Très choses comme bien. ça. Mais pour revenir sur les 2 choses que tu disais, moi, je sais pas, je sais pas si ouais, non, je sais pas. J'ai perdu mon fil, je sais plus ce que je voulais dire. Tu Ça avais marche. De parlé toute façon, on de a on a un plan, donc au pire, si ça revient à un moment, n'hésite pas, on d'accord. se débrouillera en post-prod, hein, Eldrid, on te laissera couper. Il me coupera. Mais tu as cité 2 choses, je trouvais très intéressantes. La première, c'est j'ai complètement oublié quand tu m'as perdu, avec le rework de Summer. Tu avais dit Hem, j'ai parlé de, ah oui, le problème, c'est j'ai dit que les gens avaient souvent un master qui jouait
c'est Oui, compliqué de leur couper leur master et que deuxièmement, en fait, tu avais des hors mots-clés qui définissaient des factions, heu parfait. et que, Ouais, bah ouais, vas-y. je réponds donc à ça. Alors, par exemple, sur les masters du cœur ou les gens qui jouent un seul master, j'ai vraiment, moi, j'ai vraiment été surpris. Il a fallu longtemps, hein, ça s'est pas fait tout de suite. Mais par exemple, sur les premiers choucroutes, je laissais en team libre. Mais à partir du moment où j'ai mis par team faction, ce qui s'est passé de cool, c'est que les gens ont joué le jeu. Il y a des gens, au début, ils jouaient pas trop le jeu, c'est-à-dire qu'ils essayaient de se rattacher par joueur de même faction, tu vois? C'est-à-dire: «Bon, voilà, moi, je suis un joueur Résu, je cherche d'autres joueurs Résu». Et puis un ou 2 opus après, ils ont fait: «Mais en fait, bah, je vais me mettre à une faction pour un tournoi, en fait». Tu vois? Et tu eu des mecs qui jouaient jamais Résu, qui se sont mis en Résu, qui ont jamais joué TT, qui se sont mis en TT ou des choses comme ça. On a Outcast notamment et c'était cool parce que c'était aussi l'occasion de leur dire: «Bah, écoutez les mecs, pensez le jeu autrement et allez voir un petit peu autrement». Donc du coup, moi j'ai pas trop peur que des gens mono master, s'ils sont obligés de dire: «Bon, bah, dans ce tournoi-là, mon master n'est pas jouable», bah, que soit ils empruntent, soit qu'ils se montent un autre crew d'une autre faction ou quoi, pour jouer ce jeu-là. Je pense que ça reste, quelque chose de possible. Surtout dans une communauté où il y a autant d'entraide et qu'on prête autant de figurines, hein, parce qu'il y a eu très sur les choucroutes, ça veut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'achats quand les gens ont changé de faction, hein. Souvent, il y a C'est des vrai. mecs qui avancent il y a eu des mecs, ils arrivaient, ils se passaient les mallettes parce qu'il y en a un, il avait amené de la Outcast pour l'autre et l'autre du Résu pour l'autre, quoi. En mode, tu vois? Donc j'ai pas trop peur, moi, par rapport à ça et par rapport à l'autre, chose dont tu parlais, c'est-à-dire, les hors Les mots-clés hors dans les coups. Je pense que, tu vois, c'est un faux problème parce que quand tu commences le jeu, ce qui est fort, c'est les all stars. Quand tu restes dans le jeu, ce qui est fort, c'est les mots-clés. Enfin moi c'est mon avis, hein. C'est quand tu dis, ouais, pas le droit aux mots-clés, mais Shenlong il se frotte les mains quoi. Euripide aussi, toutes les crews qui imposent un gameplay, très tranché ou qui ont en interne un mot-clé tellement fort, en fait c'est un buff quoi, ah bah tu oui, vois? mais du coup, à côté de ça, lui, pleure il joue pas, Bien sûr, c'est ça, Sonia, c'est pour ça que je dis que c'est un équilibrage qui n'en est pas un, parce que tu rends plus fort ce qui l'est déjà et tu nerfs ce qui est en problème non, et un non, je dis pas, Nevermore il est mais les je veux dire l'équilibrage du jeu aujourd'hui, il est pas mal fait par, des hors mots clés, en tout cas, en particulier en arcanisme, mais aussi dans d'autres factions, parce que, quelquefois tu as besoin de genre un hors mot clé qui va gérer les conditions ou gérer les marqueurs, ou mmh alors tu mh. as besoin d'un hors mot clé qui va avoir, telle règle offensive qui va être la seule manière de pouvoir tuer, tel ref en face qui est pénible, ou, tu vas avoir besoin de ton anti-demise ou, et donc en fait, le jeu est fait pour être joué, avec du hors mot clé et d'aller chercher des techs à gauche à droite. Mais parce qu'il y a une Mmh. philosophie qui a pas été respectée, si tu veux. C'est-à-dire que ça, c'est leur mot-clé idéal, c'est leur mot-clé qu'ont voulu les créateurs. «Ah, tu un point de condition, prends tel versatile». On a même créé une section versatile qui est fait exprès pour ça. Mais le problème, c'est que le vrai hors mot-clé, c'est d'aller chercher un truc crado, d'aller chercher Candy en équipe AV2 pour avoir les 3 chiens, tour 1 en invocation. C'est ça le vrai mor le vrai hors mot-clé qui Oui, est oui. compétitif et du coup, c'est ça qui est un peu dramatique. C'est que la double philosophie, elle marche vachement moins bien, quoi. Donc c'est ça. Mais après, moi, j'ai jamais été choqué par le hors mots-clés. Au début, j'en jouais un peu, après beaucoup, après pas du tout et puis, maintenant, ça dépend. Quand je joue Jetza, je joue 0 hors mots-clés. Quand je joue Anya, j'en joue la moitié de ma liste. Quand je joue, Yvan, c'était les 3/4. Parfois, je jouais aucun membre de mon crew et je jouais 100 hors mots-clés. D'autres fois, je jouais 80 de mon crew et 20 hors mots-clés. Je m'adaptais, en fait et même en Arcanie, ça m'est arrivé de faire des choses comme ça et je trouve que ça, au contraire, ça rajoute une belle richesse mais ouais, je sais pas. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a choqué de jouer du hors mots-clés vraiment beaucoup. Vous en avez vraiment affronté des listes, où vous vous êtes dit: «Putain, ça 1 ça ternit le jeu, 2 j'arrive pas à jouer contre, c'est chiant» et tu vois ce que je veux dire? En termes d'expérience de jeu ou en termes d'intérêt de jeu, tu t'es déjà affronté ou senti pris à la gorge à cause du hors mots-clés, toi, le Dream, ça t'est arrivé, toi? Non, dernièrement, il y a un seul truc, très pénible, la liste résu avec, les, Grave Spirit. Parce Ah oui, que, hem, ça joue enfin, c'est une liste contre laquelle, tu peux quasiment rien faire si tu as pas, des outils vraiment prévus pour et c'est pas efficace tout le temps, mais en fait, c'est presque jouable, quel que soit ton master et ça fait un énorme switch et tu payes pas tellement le surcoût de jouer des hors mots-clés puisque tout est versatile. des versatiles. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire: «Ouais, mais ce que tu dis, c'est pas des des hors mots-clés, Mais non, je c'est des sais, versatiles».
et c'est ça. Mais, en fait, pour expliquer rapidement cette liste, c'est Azura Ouais. Brass et 3 bonnes piles. Azura, invoque, un zombie contre un bord de table, en ligne de vue avec le bon trigger, elle va payer pour. Et en fait, les bonnes piles sont burry, ils vont pouvoir se téléporter sur ce zombie. Vous me dites: «Vous tuez le zombie, c'est bon», mais non, parce qu'un zombie compte comme un corpse et s'il meurt, il lâche un corpse, donc le mec s'invoque quand même dessus. Et ce qui est dramatique, c'est le seul, Unbury du jeu sur une compétence similaire qui, quand elle arrive, elle peut interact. Et donc du coup, elle va pouvoir arriver sur un bord de table et pourquoi pas, poser une pièce de scénario si c'est une stratégie qui demande de poser des marqueurs chez l'adversaire, comme, interact pour poser un scheme ou, faire un ballot, peu importe. Donc en fait, ça fait on est un peu dans le bug exploit. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui est trop forte dans le GG, trop contraignante, qui n'a pas d'échange réel avec l'adversaire parce que tu as très peu d'options de jeu pour contrer ça, puis tu es très, spectateur quoi, ça pop derrière chez toi, puis c'est trop tard quoi en fait, si tu connais pas, c'est quasi lose tout de suite. Donc ça, c'est vrai que c'est une très mauvaise expérience. Mais finalement, c'est pas dû à du hors mot-clé, c'est dû à du versatile et des combos de versatiles, qui sont un peu concons quoi. Le bonne pile, il mériterait un petit errata qui dit, «Quand je suis Unbury, je ne peux pas interact» et puis voilà, ça serait bouclé quoi. Ouais, mais Non. c'est en tout cas, c'est le seul cas où j'ai vraiment, l'impression qu'il y a un switch trop important. Parce que tout le reste du temps, en fait, moi, le hors-mot-clé me dérange absolument pas, au contraire, en fait, c'est je trouve vraiment pas ça gênant parce qu'il y a une surtaxe et quand quelqu'un, il joue avec full hors-mot-clé, bah, en fait, il a payé 5 ou 6 stones son truc, Ah. Mmh. de taxe de plus d'un et 5-6 stones, en vrai, c'est pas négligeable, c'est un mignon en plus ou alors c'est, beaucoup de triggers ou beaucoup de cartes piochées en début de tour. Bah, Mmh c'est mh. pas anodin du tout. 5-6 stones, c'est un de tes points de ta liste, quoi. Donc, payer tout 10 plus cher, juste pour pouvoir, essayer de surprendre l'adversaire, c'est bien. En fait, c'est souvent pas rentable. Et par contre, avoir la possibilité d'aller chercher une pièce à gauche, une pièce à droite, hem et de piocher, en fait, dans un grand pool, bah, je trouve ça plutôt sympa. Mais ça, c'est peut-être une vision par faction, en fait, c'est toujours pareil parce que, toutes les factions sont peut-être pas égales de ce point de vue-là et toutes les factions, ont pas forcément beaucoup de cartes tech à gauche, à droite. Je sais pas comment c'est en Clairement, explo, mais en clairement. explo, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de combos, en démo clé. Alors, c'est pas tant ça, moi je enfin, c'est qu'on a des refs qui sont vraiment ultra fortes. Moi, je joue beaucoup Artemis hors mots-clés, je l'ai pas vu beaucoup chez d'autres joueurs explo. Elle détruit des schemes, elle, propulse les gens parce qu'elle a un push de 6, tu sais? Mmh. Elle a nimble, donc c'est une scheme runneuse, elle tape fort, elle, détruit les schemes en zone, elle peut en poser même, même en étant engagée, via un combo. Donc du coup, en fait, tu es sur une ref qui est très forte, qui vaut que 6 points, elle a payé 7, ben, c'est OK, en fait. Et ça va propulser un master comme Anya ou quoi, si tu veux de la mobilité, donc paf, ça rentre. Ostera, c'est une ref qui est extraordinaire en tant qu'elle-même. Elle a payé 8 points dans d'autres mots-clés, je l'ai fait plein de fois et je continuerai, hein. Tant qu'elle se fait pas nerfer, la ref est trop impressionnante. Elle te cycle des cartes, elle amène trop à un gameplay global pour dans un mot-clé pour que l'attaque soit trop chère. Donc moi, ça m'arrive beaucoup de jouer ceux-là. Après, tu as d'autres refs intéressantes aussi comme Winston Finnegan, mais ça va vraiment être à la faction comme tu dis. Je pense que c'est Neverborn qui en a le plus besoin, parce que Neverborn, ils ont des mots-clés qui sont assez merdiques overall quoi, hein, je veux Ah dire, oui. hein. Bah, en fait, ils suffisent pas. Nevermind, c'est une faction qui a pas beaucoup de réponses, et donc du coup, ils sont un peu comme Arcanis dans la surenchère de la problématique posée. Donc tu as tendance à essayer d'aller chercher des problématiques de plus en plus fortes dans les mots-clés et si Cedra, elle apporte tout le gameplay Marcus sur une ref qui fait tout, Candy, elle apporte un peu tout le gameplay Pandora, mais de manière un peu plus équilibrée. Donc du coup, c'est facile de rentrer une Candy, puis c'est facile de rentrer le Kurgan pour propulser Candy ou un Mature et ainsi de suite. Et donc du coup, tu te retrouves facilement en Everborn avec des listes à 2-3 hors mots-clés, peut-être 4-5 figurines au total qui sont pas de ton mot-clé avec les versatiles, Ouais. comme Inamatsu, comme machin. Et c'est une faction qui en a besoin parce que même avec ça, ça veut pas dire que tu as gagné, hein. Et d'ailleurs, moi je trouve que parmi leurs meilleurs mots-clés, on a Euripide V2 et comment elle s'appelle? Zoraida et et le Dreamer qui finalement joue énormément en mots-clés, tu vois? Et donc du coup, je trouve pas que ça soit, broken. La Titania All-Star, elle faisait peur la première saison, mais à partir de la Mmh. deuxième que les gens ont appris à jouer contre, ils ont compris que si tu tues les puppets et ils tuent une ref, le mec il peut plus scénario, il se retrouve avec un cavalier à 11 balles qui va faire: «Bah, je me désengage avec Red With Me, j'avance et je pose un scheme» et tu vas rigoler. Tu vas faire: «OK mec, amuse-toi, pose ton scheme avec ta ref à 11 balles quoi». Et en fait, voilà, on trouve les limites de ce genre de choses, tu vois? Et aujourd'hui, je trouve beaucoup plus problématique des mots-clés que vraiment des hors mots-clés. Bonjour à tous, suite, à la disparition de notre invité pour, cause de bébé qui pleure et de biberon à donner, eh bien, la session est ajournée. Voilà, donc on continuera une autre fois avec Robin. Mais en tout cas, c'était vachement intéressant, comme, on se disait, on n'a pas du tout parlé de tout ce qu'on avait prévu de parler, mais Robin, parle beaucoup et de choses intéressantes et bah, j'ai trouvé ça plutôt sympa, hein. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ouais, carrément, carrément. Bah, effectivement, là, on a fait à peu près 10 des sujets qu'on voulait évoquer, mais honnêtement, bah, ça donne l'opportunité de faire d'autres discussions, enfin de créer, d'autres contenus Ouais, avec Robin ou avec, qui veut et en vrai, parce que surtout on a je abordé pense qu'il y a pas beaucoup mal de de visions sujets intéressantes. beaucoup de sujets qu'on n'imaginait pas, en fait. Et puis sinon, bah, s'il y a d'autres personnes, qui veulent, venir, parler, ben, voilà, c'est pas très construit, il y a pas grand chose à préparer, c'est juste, bah, des discussions un peu sur le jeu en général, et bah, c'est vraiment avec plaisir qu'on accueille du monde. Heu, Bon, c'est pas un podcast qui est destiné à nous écouter parler, en fait, c'est plus qu'on aime bien parler du jeu, et on aime bien, comment on dit? Enfin propager un peu, certaines, manières de penser ou de réfléchir au jeu. Donc Mmh mh. c'est Et très surtout, je pense porteur. qu'il y a pas mal de façons d'aborder différemment, le jeu. En tout cas, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il a la profondeur suffisante pour avoir, plusieurs, visions, qui sont pertinentes, qui ne se recoupent pas forcément. Donc Oui. ouais, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et si vous avez des trucs à si vous voulez raconter un petit peu votre vision de Malifaux, voilà, on sera ravis de vous accueillir. Ouais, je pense que c'est effectivement, une période assez sympa parce que on a le jeu n'a pas encore été, le jeu est pas complètement mature, je trouve, en tout cas dans la tête des gens. C'est-à-dire que, il y a pas genre, une manière, de penser, les parties, la métal, machin, sur laquelle tout le monde s'est accordé en se disant: «Ah ouais, OK, c'est ça la bonne manière», et du coup, par contre oui, et par contre, comme disait Robin, et bah, les gens connaissent pas mal le jeu finalement. Donc on est vraiment dans une espèce d'entre-deux où pas mal de gens ont des trucs pertinents à dire, et bah, il y a pas une seule vérité ou un machin que tout le monde a admis que c'était la meilleure manière. Donc chaque discussion est Mmh mh. super intéressante, et on n'a pas pu aborder, encore, les problèmes de vie sexuelle des tyrans, mais on n'y manquera pas la prochaine Ah, fois. non, mais ça sera pour clôturer, donc ça sera à l'épisode 10 avec Robin, d'ici 3 ans, voilà. Qu'en est-il effectivement voilà, quelle est la différence quand tu deviens tyran? À quel point c'est incroyable? Ce genre de choses. Venez Voilà, témoigner, à sa hein, discrétion. À visage caché, hein, au pire, on brouillera votre voix, on ne dira pas qui vous êtes, y a pas de souci, hein, on peut rester, discret. Envoyez-nous un MP. bon et Voilà et donc sur ben ce, oui, on se dit à une prochaine pour peut-être un Robin V2 ou je sais pas, on avait évoqué peut-être d'autres personnes, un Lionel, heu, un Stunt, les gens qui ont des trucs à raconter, qui veulent raconter des trucs. ouais, avec grand plaisir. Et salut à tous et à une prochaine. À bientôt.